Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Montagne de la folie d'H.P. Lovecraft, à savoir Howard Phillips Lovecraft. Et c'est ce soir notre dernier live sur ce roman, dernier live sur Montagne de la folie d'H.P. Lovecraft. Vous voyez, les montages en direct sont incroyables. Et donc oui, le dernier live, puisqu'on arrive au dernier chapitre, les trois derniers chapitres de ce roman. Nous avons fait 4 lives exactement sur ce roman, enfin c'est le quatrième ce soir, ce qui nous aura fait 4 lives de 3 chapitres. Et donc ce soir, ça sera les chapitres 10, 11 et 12 pour terminer cette lecture. Tandis que je vois que des arrivants ils sont déjà arrivés. Non, ça marche pas comme phrase. Bref, bienvenue Queen Malfoy, bienvenue Cora. Ça me fait très plaisir que vous soyez là tous les deux. Merci d'être là, merci d'être ponctuel. Dites-moi, dès le début du live, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'être là. Écoutez, bah, ce soir, voilà, un live tout particulier, comme je le disais, puisque c'est le dernier live sur Montagne de la Folie. Euh, Et il va falloir bientôt enchaîner du coup avec des lives de lecture sur d'autres choses. Alors, c'est toujours la fameuse question, qu'est-ce que vous voulez que je lise? Qu'est-ce qu'on va lire en prochain roman ensemble? Ou prochaine œuvre, pas forcément roman d'ailleurs. Et à chaque fois, c'est un peu le méli-mélo, euh, c'est un peu le brouillard. On sait pas trop. Euh, alors aller, euh, je dois aller au magasin pour me procurer des livres. Et donc sur ma liste de courses, on va dire, comme je vous l'avais dit, il y avait éventuellement tous les textes qui ont inspiré les Disney ou tous les textes enfin, dont les personnages se retrouvent dans le comics et le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je pense qu'on va vraiment arriver à cela. Mais avant cela, si cela vous dit, j'ai peut-être une nouvelle piste qui s'ouvre à moi et qui s'ouvre à nous du coup. Mon cher ami, mon fidèle ami, Mirani, que vous avez déjà pu voir sur ses lives, Cyrinel sur Twitch. Vous avez déjà pu le voir avec moi sur du Minecraft et sur le jeu qu'il avait aidé à développer, Rezan. Donc voilà, mon cher ami Mirani a écrit un roman. Il y a de cela quelques temps, ça doit faire quelques mois à présent. Et là, on a eu une petite discussion et je me suis dit, parce qu'il commence à le publier, donc je vous invite à le voir, il commence à le publier sur Wattpad. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit site sympa où on peut suivre plein de gens qui écrivent leur histoire. D'ailleurs, j'ai moi-même un Wattpad si ça vous intéresse de lire mes textes. Et donc Mirani s'est décidé à ouvrir un Wattpad pour y publier son roman et également le mettre sur une page Facebook. Donc je vous invite à trouver cela. Sur Wattpad, je crois que son pseudo c'est Osarkon, Osarkon, si je dis pas de bêtises. Et sur Facebook, alors je sais pas si ça vous suffira pour le trouver, mais de toute manière je vous en reparlerai très prochainement certainement. Normalement, si vous cherchez Chimère dans les livres, peut-être que vous trouverez sa page. Donc ouais, il a fait une page livre en fait sur Facebook. Et donc c'est Chimère, ça doit être partie 1 ou tome 1. Je crois que c'est Chimère, tome 1, héritage, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Chimère tome 1 et je suis plus sûr. Enfin bon bref. Peut-être que vous pourrez trouver comme ça, je ne suis pas sûr. Malgré tout, de toute manière, je vous en reparlerai et je vous donnerai directement des liens. J'ai mal fait mon boulot, j'aurais dû les prendre avant. Mais je vous donnerai directement des liens dans les temps à venir. Si tout simplement, ça vous intéresse qu'on effectue la lecture de ce roman. Parce que je voulais une histoire qui change et qui soit peut-être un peu plus joyeuse, un peu plus colorée que les dernières qu'on a pu lire. Et pour avoir lu déjà une bonne partie du roman de Mirani,
je sais que c'est vraiment de l'aventure. Et que c'est vraiment teinté de plein d'émotions différentes. Et que, enfin voilà, ça a quelque chose de plus solaire peut-être que les dernières lectures qu'on a eues. Ce qui, je vous l'avoue, me ferait du bien. Alors, à vous de me dire, les amis, est-ce que ça vous dérangerait que je lise le texte d'un parfait inconnu? Ou est-ce que ça ne vous dérangerait pas, sachant que voilà, je l'ai déjà lu, et franchement, moi je trouve qu'il a le niveau et le style pour être publié, vraiment. Donc moi je trouve que son roman, est, enfin en tout cas de ce que j'en ai lu, est plutôt très bien, enfin très bien. Plutôt bien écrit et qu'il y a des moments, des passages vraiment très 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 bien écrits. Donc n'hésitez pas à me communiquer votre avis là-dessus. Si votre avis est positif, j'irai pas tout de suite faire les courses et je lirai d'ailleurs, je lirai d'abord, pardon, le roman de l'ami Mirani. Alors, Queen Malfoy qui trouve ça cool, Chassoad qui trouve ça super incessant, je suppose que tu voulais dire intéressant, donc ça serait cool aussi. Et du coup, Cora, ok, bah si tu passes juste, je te fais coucou. Et merci d'être passé, c'est quand même très gentil. Et du coup, Elpolios, salut Elpolios, bienvenue dans ce live. Mais non, tu es déjà venu lundi et j'étais déjà répondu. Ce n'est pas HP pour Harry Potter, c'est HP pour Howard Phillips, qui sont les prénoms de l'auteur Lovecraft. Donc non, Elpolios, pas d'Harry Potter ici. Désolé, désolé. Donc voilà, je vous soumets cette demande. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive avec la lecture d'un roman de Mirani? Ça pourrait être sympathique. Franchement, j'ai très envie d'enchaîner sur ça. J'ai eu l'idée en fait en discutant avec lui quand j'ai vu qu'il commençait à le publier. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc si ça vous va, on fonce. Dreiser37 qui nous rejoint. Bienvenue sur ce live, Dreiser. Elpolios, tu as toujours pas fini le livre. Et non, Elpolios, j'ai fait pour l'instant 3 lives de 3 chapitres. Donc voilà. J'ai fait 3 lives de 3 chapitres. Et c'est ce soir le 4e live avec les 3 derniers chapitres. Et du coup, pour te répondre, on ne peut pas... Enfin, j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient sur YouTube. Mais normalement, on n'a pas le droit de lire du Harry Potter en live. Enfin, en tout cas, on n'a pas le droit d'en faire des livres audio sans en acheter les droits, parce qu'il n'est pas tombé dans le domaine public. Donc, vu que ma seule règle pour lire des romans, c'est qu'ils soient tombés dans le domaine public, malheureusement, Elpolios, je ne pourrais pas lire d'Harry Potter en live. Dreiser, non, désolé. Je vous invite à prendre de la boisson, à prendre des victuailles et à vous installer, les amis. On va se lancer dans la lecture assez rapidement. On est déjà à 10 minutes d'intro. Pardon, santé. On en est déjà à 10 minutes d'intro, pardon. Donc je pense qu'on va se lancer assez rapidement. Ce soir, la particularité comparée aux chapitres qu'on a déjà pu lire de ce roman, c'est que les chapitres sont plutôt courts. Donc a priori, je pense que le live ne durera pas 2h30. C'est dommage, je préfère d'habitude, je m'arrange, enfin j'essaie de m'arranger du moins, pour que le live final sur un roman soit un peu plus long. Là malheureusement j'ai pas réussi, donc du coup on sera sur 3 chapitres comme d'habitude, mais ça risque d'être un peu plus rapide, donc au lieu de durer 2h30, je pense que le live durera environ 1h30, 2h. Quelque chose comme ça je pense. Mais c'est pas plus mal comme ça, parce que c'est ce que j'ai fait au dernier live et j'ai préféré. Donc je vais essayer de ralentir le rythme, ralentir le débit et lire plus lentement. Je trouve que ça va mieux avec le style d'écriture de Lovecraft. Donc je pense qu'on va voilà, ralentir le rythme ce soir un petit peu. Qu'allais-je dire en plus de cela? Et non, Dreiser, ce n'est pas une perruque, ce sont mes vrais cheveux, mais je sais très bien que tu le sais et que tu es en train de troller mon petit ami. Donc du coup, qu'allais-je dire en plus de cela? Comme d'habitude dans les intros, je vous mets un peu au courant, un peu au parfum de ce qui se trame. Et en ce moment, ce qui se trame est assez intéressant, puisque notre ami Chassoad a continué énormément
à avancer sur les cartes pour mon jeu de société Mission Secrète. Et autant vous dire que bah, ça me motive en fait aussi de la voir avancer. Donc du coup, il y a un peu un feedback comme ça. Ce qui fait que je suis en train de me chauffer un peu sur Mission Secrète. Je sais que là, dans les jours à venir, je vais pouvoir faire quelques parties. Et je pense que je vais bientôt me mettre à rédiger les règles au propre. C'est en train de me trotter dans la tête, petit à petit. Donc je pense que je vais bientôt rédiger les règles au propre. Et ça sera peut-être, je dis bien peut-être, je promets rien sur ce coup-là, l'occasion de faire un stream un peu particulier où je vous parlerai plus en profondeur du jeu de société Mission Secrète que je suis en train de développer avec Chassoad. Également dans les news, je vous avais dit que j'avais commencé à bosser sur mes émoticônes personnalisés, qui sont disponibles pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et ça y est, ils ont tous été validés par Twitch, et donc ils sont disponibles. Donc du coup, si vous vous abonnez, vous les aurez. Par contre, petit problème, c'est que en fait, je pouvais pas vérifier avant que Twitch les ait acceptés s'ils rendaient bien dans le chat, etc. Ce qui fait que je vais vous les envoyer très vite fait. Je vous envoie les 3 émoticônes disponibles. Et vous voyez dans le chat que les 2 premiers sont très petits et incompréhensibles et presque indissociables. Alors que le 3e est un logo, donc mon logo, le logo de Planetéo que vous pouvez voir ici. Et ça, pour le coup, le logo, qu'il soit petit, c'est pas bien grave. Je pense qu'il est assez identifiable. Donc je pense que l'émoticône du logo, je ne vais pas le changer. Par contre, les deux émoticônes de bonhomme, alors là, vous devez certainement rien voir, mais le premier est en train de sourire, et le deuxième est en train de faire une tête un peu... C'est impossible à faire avec la bouche, j'ai déjà essayé l'autre fois. Vous savez, la tête émoticône où on n'est pas bien, genre 2.S. Et ben voilà, il fait à peu près cette tête-là. Donc du coup, je vais retravailler ces 2 émoticônes et je vais les agrandir. Tant pis, ils seront pas exactement comme j'aurais voulu qu'ils soient. Je vais certainement devoir couper leur chapeau, couper le nœud papillon, etc. pour ne laisser vraiment qu'un gros plan sur les visages, afin que l'expression soit bien visible. Chassohan, moi sur fond noir, je vois bien les 2 visages. Ah ouais? Ah, ça m'étonne ça. Parce que moi aussi je suis sur fond noir, donc pour ceux qui ne savent pas, on peut passer en mode sombre sur Twitch. Et alors j'arrive à distinguer le contour des visages, le chapeau, le nœud papillon. Mais après, en ce qui concerne euh, comment dire, détaillée de son visage, c'est un peu, pour moi c'est un peu impossible à différencier là, à cette taille-là. Alors peut-être que ton ordinateur n'a pas la résolution, enfin ne fait pas la résolution de la même manière sur les pages internet ou je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas le même Twitch, c'est possible, hein. Il y a des vieilles versions des fois qui traînent, enfin des vieilles versions, des trucs qui sont pas mis à jour, ou, etc., etc. Ou peut-être qu'il y a une option qui permet de mettre les émoticônes plus ou moins grands, je sais pas. En tout cas, ça m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne. Mais personnellement, ouais, je comptais les agrandir parce que je les ai déjà testés également sur le chat justement de l'ami Cora qui est passé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ils étaient pas différenciables, quoi. Donc écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour. Bon, voilà, je pense avoir été à peu près exhaustif de mes news récentes. Ah, il est encore là, Cora. Ah, ça fait plaisir, ça. Chassoad, ouais, je suis sur tablette. Ah, hmm. Peut-être que sur tablette, les émoticônes s'affichent en plus grand, en effet. Euh, alors, je sais pas vraiment où les viewers de Twitch regardent le plus. Je sais pas si Twitch est plus utilisé sur ordinateur, tablette ou portable. Parce qu'en fait, quand j'ai dû créer mes émoticônes personnalisés, ils m'ont demandé 3 tailles, mais ils ont utilisé la plus petite taille pour mettre sur chat, en tout cas sur PC. Donc c'est vrai que si t'as une taille plus grande, Chassoad, peut-être que, en effet, c'est plus discernable.
Malgré tout, ouais, je pense que je vais les modifier et que je vais faire un gros zoom dans le visage. Voilà, quitte à faire un truc un peu moins beau, à faire un gros carré dans le visage, enfin voilà. Mais au moins, ça sera un peu plus visible. D'autant que personnellement, je suis uniquement utilisateur ordinateur et je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Donc je vais essayer d'optimiser ça sur ordinateur plutôt. Cora, de très bonnes news mon ami, j'ai hâte d'en savoir plus sur ton jeu. Ah, ça fait plaisir. Alors en fait, le truc qui est hyper difficile en fait, c'est que j'ai envie de vous donner des infos sur le jeu parce que bah, je suis passionné entre guillemets par le jeu qu'on est en train de faire et je suis à fond dedans, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous communiquer dessus. Et en même temps, j'ai pas envie de vous en dire trop, etc. Enfin, il y a un peu un mouvement contraire. Il y a un peu deux parts qui se disputent en moi-même. Donc du coup, c'est un peu difficile et je vous avoue que faire un live entier là-dessus, j'aurais peur de vous dire trop d'infos au final ou enfin trop d'infos. Ouais, si trop d'infos entre guillemets quoi. Que au final, je vous explique absolument tout et puis que vous perdiez l'intérêt à cela puisque de toute manière, vous le connaissez, c'est bon quoi. Donc j'aime bien aussi faire un peu monter la pression, laisser le suspense. Enfin voilà. Du coup, on arrive à 19 minutes de live. Je pense qu'on va commencer la lecture. Merci d'être passé, Cora. À une prochaine fois. À très bientôt, je l'espère. Et bonne soirée à toi. Et sur ce, bah voilà, ça va être la parfaite transition vers la lecture, les amis. Nous allons nous lancer de ce pas pour le chapitre 10, le premier chapitre de cette ultime live sur Montagne de la Folie. Je le rappelle, 3 chapitres ce soir, les 3 derniers du roman. Et le premier chapitre de ce soir fera 13 pages, vous voyez, un peu plus court que ceux qu'on a lus précédemment. Et donc, pour resituer, alors sinon je vous invite à voir les lectures en rediffusion sur YouTube. Les liens pour ma chaîne sont en dessous. Tout est organisé en playlist, avec toutes les lectures organisées en playlist, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des timecodes dans les descriptions de vidéos qui vous permettent d'aller directement de chapitre en chapitre en passant les pauses. C'est merveilleux, vous verrez, c'est très bien fait. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Et pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, je vous resitue où on s'était arrêté. On s'était arrêté tout simplement au moment où notre narrateur et son collègue Danforth s'étaient promenés donc dans la cité mystérieuse qu'ils ont trouvée en Antarctique lors d'une exploration. Et on s'était arrêté à un moment crucial, puisqu'on s'était arrêté à un moment où ils ont trouvé... alors si je dis pas de conneries, c'était un traîneau. Je crois que c'était un traîneau. Je vais pas regarder parce que je vais mettre 1000 ans à retrouver. Mais si je dis pas de conneries, ils avaient retrouvé des traîneaux qui leur avaient été volés, etc. Et dans ces traîneaux, en soulevant une bâche, ils ont découvert le cadavre d'un chien et également le cadavre de leur compère Gedney. Et ce sont les deux corps qui manquaient au reste des cadavres qui avaient été retrouvés sur le camp de Lake. Donc c'est plein de mystères et c'était exactement là où il fallait couper avant le dernier live puisque du coup ça nous fait un putain de cliffhanger pour ce soir et ce soir on va enfin savoir ce qui se passe je pense. Donc c'était parfait, j'étais bien content. Et du coup on va se lancer tout de suite dans la lecture pour enfin savoir ce qui leur est arrivé. Je l'espère. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors du coup, je sais pas exactement qui est là. Queen Malfoy et Chassoad, je pense que c'est sûr. Donc bonne écoute. Bon, bonne écoute. Queen Malfoy, bonne écoute Chassoad. Et bonne écoute à tous ceux qui sont dans l'ombre éventuellement. Et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends tout à l'heure à la fin de ce chapitre pour vous répondre dans le chat. Bonne écoute à tous, à tout à l'heure. Chapitre 10. Bien des gens nous jugeront sans cœur, voire insensés d'avoir de nouveau pensé au tunnel du Nord et aux abysses sitôt après notre macabre découverte, et je n'ai rien à y répondre. Sinon qu'une circonstance spécifique raviva nos pensées à ce propos et engendra une nouvelle série de spéculations.
Nous venions de replacer la bâche sur le malheureux Guennet, et demeurions là dans une sorte de stupéfaction muette, quand ces bruits nous parvinrent finalement à la conscience. Les premiers sons que nous ayons entendus depuis que le vent des montagnes s'était affaibli, puis avait disparu de ces hauteurs inhospitalières. Si banals et connus qu'ils étaient, leur présence en ce lointain monde de la mort était plus inattendue et troublante que tout son grotesque ou fabuleux aurait pu l'être, parce que voilà, ils nous renvoyaient à neuf toutes nos notions d'harmonie cosmique. Quand bien même ça aurait été une variante de cette bizarre émission musicale sur une large étendue de gamme que le rapport de dissection de Lake nous avons conduit à attendre de ces créatures, et que bien sûr nos imaginations déjà trop sollicitées nous avaient fait suspecter dans chaque hurlement du vent depuis notre arrivée dans le camp de l'horreur, elle aurait été d'une incongruité cauchemardesque dans la zone morte depuis des éternités qui nous entourait. Une voix, provenant d'une autre époque, appartient aux tombes de cette époque. Tel qu'il était pourtant, ce bruit ébranla toutes nos certitudes les plus profondément ancrées, toute notre acceptation tacite de l'Antarctique intérieur comme un immense, extrême et irrévocable désert, égal en cela au disque stérile de la Lune, dépourvu de tout vestige de la vie normale. Ce que nous entendions, ce n'étaient pas les notes fabuleuses de ces autres d'un temps révolu, enfuis de façon blasphématoire, et dont la résistance surnaturelle, une fois ramenée au soleil polaire, nous avait fait échafauder une monstrueuse réponse. Au lieu de cela, c'était une chose, aussi moqueusement normale et si infailliblement naturelle depuis notre mouillage au large de la terre de Victoria et de notre premier camp de McMurdo, que nous frissonnâmes de penser à ce que c'était, quand cela nous provenait d'où cela n'aurait jamais dû être. Pour le dire clairement, il s'agissait simplement des gloussements rauques d'un manchot. Le son étouffé provenait d'un renfoncement presque diamétralement opposé à l'ouverture du couloir que nous suivions. La zone, dans la direction que manifestement nous aurions à suivre pour trouver cet autre tunnel vers les abysses. La présence d'un oiseau aquatique vivant dans cette zone, dans un monde dont la surface était uniformément dépourvue de vie depuis des éternités, ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Et pourtant, notre première pensée fut de vérifier la réalité objective de ce bruit. Bien sûr, il se répétait et répétait, et nous sembla plus d'une fois émis par une multitude de voix. Cherchant d'où cela provenait, nous entrâmes sous une voûte d'où la plupart des débris avaient été déblayés. Reprenant le traçage de notre itinéraire, avec une nouvelle réserve de papier dont nous nous servions avec une curieuse répugnance, l'ayant prise sous une des bâches des traîneaux retrouvés, de nouveau nous nous éloignâmes de la lumière du jour. Quand, de glacé, le sol fit de nouveau place à la couche de détritus, nous discernâmes nettement de curieuses traînées. Et c'est Danforth qui la trouva, la très distincte empreinte d'une espèce dont la description ici serait superflue. La direction indiquée par les cris du manchot était précisément celle où notre carte et notre compas désignaient les environs de l'embouchure du tunnel plus au nord, et nous fûmes heureux de constater qu'un raccourci sans passerelle, mais au niveau de base des sous-sols, semblait accessible. Le tunnel, selon nos relevés, devait commencer au pied d'une large structure pyramidale, dont nous croyions nous souvenir vaguement depuis notre survol avec l'avion, et qui était remarquablement préservée. Tout au long de notre chemin, notre unique lampe torche allumée nous montrait l'habituelle profusion de sculptures, mais jamais nous ne nous arrêtâmes pour les étudier. Une forme blanche, corpulente, surgit soudain en avant de nous, et nous allumâmes la seconde lampe torche. C'est bizarre, comme cette nouvelle poursuite avait détourné nos esprits des peurs précédentes, ou de ce qui pouvait nous guetter tout près. Ces autres, ayant abandonné leur possession dans la grande structure circulaire après leur expédition, devaient tenter de revenir vers ou dans les abysses, et nous avions délaissé toute précaution les concernant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette chose blanche, qui se dandinait, faisait au moins 2 mètres de haut, et pourtant nous n'avions pas pensé tout d'abord que c'était l'un d'entre eux. Ils étaient plus larges et plus foncés, et si nous en croyons les sculptures, leur déplacement sur les surfaces terrestres plus souples et assurés, en dépit de l'étrangeté de leurs tentacules et de ce qui leur restait de leur vie marine. Mais dire que cette chose blanche ne nous avait pas profondément effrayés serait vain. Nous fûmes bien sûr un instant paralysés par une peur primitive, d'autant plus aiguë qu'elle était la pire au regard de toutes les autres. Notre résolution fut prise alors en un instant, quand la forme blanche se glissa dans une galerie latérale sur notre gauche pour être rejointe par 2 autres de son espèce, prévenus par ses appels rocs. Parce que c'était effectivement un manchot, d'une espèce géante et inconnue, plus grande que le plus grand des manchots connus, et d'une monstrueuse conjonction d'albinisme et de cécité quasi complète.
quand nous eûmes suivi la chose blanchâtre sous la voûte et braqué nos torches sur le groupe des 3 volatiles indifférents et impassibles, nous constatâmes qu'il s'agissait d'albinos aveugles, de la même espèce géante et inconnue. Leur taille nous rappela quelques-uns des manchots archaïques représentés dans les sculptures des grands anciens, et nous ne fûmes pas longs à en conclure qu'ils étaient les descendants de la même branche, ayant sans aucun doute survécu grâce à une retraite dans quelques zones intérieures plus chaudes, dont la perpétuelle obscurité avait détruit leur pigmentation et atrophié leurs yeux devenus des fentes inutiles. Que leur présent habitat soit dans ces vastes abysses, nous pensâmes, il n'y avait pas à en douter. Et cette preuve d'une chaleur persistante et de son habitabilité renchérit encore notre curiosité et perturba quelque peu notre imagination. Nous nous demandions aussi ce qui avait pu faire que ces 3 volatiles se soient aventurés si loin de leur domaine habituel. Ce qui pesait de silence sur la grande cité morte prouvait sans conteste qu'elle n'avait jamais été un lieu de colonie saisonnière, tandis que cette indifférence du trio à notre présence rendait improbable que le passage d'un groupe de ces autres les eût effrayés. Était-il possible que ces autres aient mené une action agressive pour tenter d'accroître leur réserve de viande? Nous doutions que cette odeur mordante qui avait tant révulsé les chiens ait provoqué une antipathie du même ordre chez ces manchots, puisque leurs ancêtres avaient d'évidence vécu en excellents termes avec les grands anciens, une relation amicale qui devait avoir survécu dans les abysses tant que les grands anciens y demeurèrent aussi. Regrettant, dans une recrudescence du pur esprit de la vieille science, de ne pouvoir photographier ces créatures anormales, nous les laissâmes bientôt à leur gloussement. Nous les laissâmes bientôt à leur gloussement, et poussâmes plus en avant vers les abysses, dont le débouché ici nous était désormais clairement prouvé, et dont les traces éventuelles des manchots nous donneraient la direction exacte. Peu après, une abrupte descente dans un couloir long et bas, dépouillé de sculptures, sans ouverture latérale, nous conduisit à penser que nous approchions, enfin du tunnel lui-même. Nous dépassâmes 2 autres manchots et en entendîmes d'autres un peu plus loin. Puis le couloir finissait dans un lieu ouvert, prodigieux, qui nous fit involontairement sursauter. Un hémisphère inversé, parfait, qui d'évidence s'enfonçait profondément dans le sous-sol, de largement 30 mètres de diamètre et d'une quinzaine de mètres de hauteur, avec des voûtes basses, ouvrant au pourtour sur toute la circonférence, sauf une, celle-ci, une caverne noire bâillant sous une ouverture voûtée, qui brisait la symétrie de l'ensemble pour être haute de presque 5 mètres. Telle était l'entrée des grandes abysses. Dans ce vaste hémisphère, dont le toit concave même de la période décadente était sculpté de façon impressionnante pour mimer le dôme céleste primitif, quelques manchots albinos se dandinaient, étrangers ici mais toujours indifférents et aveugles. Dans le noir tunnel bâillait un escalier, volet infini de marches hautes, l'ouverture ornée de montants et piliers grotesquement sculptés. Dans l'ouverture de cette crypte, nous perçûmes un léger courant d'air chaud, et même un soupçon de vapeur, et nous nous demandâmes quelles autres entités vivantes pouvaient receler le vide sans limite du dessous, et la structure en nid d'abeilles contiguë aux montagnes titanesques. Nous nous demandions aussi si la fumée décelée tout en haut de la montagne, comme le suspectait le malheureux Lake, et l'étrange brouillard couronnant le rempart en haut des pics que nous avions nous-mêmes aperçus, ne pouvaient pas être provoqués par les émanations tortueuses de telles vapeurs depuis ces régions insondées du cœur de la terre. Entrant dans le tunnel, nous évaluâmes son profil, du moins au départ, à 5 mètres de part et d'autre, les flancs, le sol et la voûte étant composés de la même maçonnerie mégalithique. Les flancs étaient décorés, mais rarement de cartouches aux motifs conventionnels dans le dernier style de la décadence cependant, et toutes les constructions et sculptures merveilleusement bien préservées. Le sol était quasiment dégagé, hors quelques détritus laissés par le passage des manchots et les traces des autres. Plus nous avancions, plus cela se réchauffait, et nous dûmes bientôt déboutonner nos lourdes fourrures. Nous nous demandions s'il y avait réellement des manifestations géothermiques au-dessous, et si les eaux de ce monde sans soleil étaient chaudes. Après une courte distance, la maçonnerie fit place à la roche brute, même si le tunnel gardait les mêmes proportions et présentait le même aspect avec régulièrement des sculptures. Parfois la pente changeait, et de plus grosses marches étaient taillées dans le sol. Plusieurs fois nous notâmes les ouvertures de petites galeries latérales, ne figurant pas dans nos diagrammes. Aucune d'elles n'était susceptible de compliquer le problème du retour, et elles fournissaient au contraire de possibles refuges, si nous en venions à rencontrer des entités malvenues remontant des abysses. L'odeur innommable de ces choses
était parfaitement distincte. Sans aucun doute, c'était une folie suicidaire de s'aventurer dans ce tunnel dans de telles conditions, mais l'attrait de l'inconnu est plus fort chez certaines personnes qu'on pourrait le supposer. Bien sûr, c'était ce même attrait qui nous avait tout d'abord amenés dans ces inhospitalières et géantes étendues polaires. De nouveau, en avançant, nous croisâmes d'autres manchots et spéculions sur la distance que nous aurions à parcourir. Les sculptures nous avaient conduits à l'hypothèse d'une descente d'environ 2 kilomètres pour déboucher sur l'abysse, mais nos précédentes étapes nous avaient démontré que nous ne devions pas nous fier aux échelles des cartes sculptées. Après 400 mètres environ, l'odeur innommable se fit plus accentuée, et nous relevions avec soin les accès aux ouvertures latérales que nous dépassions. Il n'y avait plus de vapeur visible comme à l'entrée, mais c'était dû sans aucun doute au manque d'air froid en compensation. La température grimpait rapidement, et nous ne fûmes pas surpris de tomber sur un entassement sans soin de matériel pour nous incroyablement familier. C'était le reste des fourrures et des bâches de tente prises au camp de Lake. Il ne nous était pas possible de nous arrêter pour étudier comment tout cela avait été lacéré et gâché. Peu après ce point, nous remarquâmes une nette augmentation dans la taille et le nombre des galeries latérales, et nous en conclûmes que nous avions atteint la zone montagneuse creusée en dense nid d'abeilles. L'odeur innommable se mélangeait curieusement avec une autre, beaucoup moins offensive. De quelle nature, nous ne pouvions le deviner, même si nous avons pensé à des organismes pourrissants ou peut-être des champignons souterrains inconnus. Puis, survint une étonnante expansion du tunnel, à laquelle les sculptures ne nous avaient pas préparés. S'élargissant et s'élevant pour devenir une caverne qui semblait naturelle, elliptique, avec une surface au sol d'environ 25 mètres de long sur 15 de large, et une multitude d'immenses passages latéraux menant au-delà dans une obscurité de crypte. Même si cette caverne était d'apparence naturelle, une inspection avec nos 2 torches suggéra qu'elle avait été formée par la destruction artificielle de plusieurs parois entre certaines des cellules de la structure en nid d'abeilles. Les murs étaient rugueux, et le haut toit en voûte épais avec des stalactites. Mais le sol de pleine roche avait été déblayé et restait libre de tout débris, détritus ou même de poussière jusqu'à un soin anormal. Or, l'avenue par laquelle nous étions arrivés, c'était aussi le cas de toutes les galeries donnant sur cette salle, et nous réfléchissions en vain à la singularité de cette situation. Cette odeur fétide qui s'était ajoutée à l'autre, l'innommable, était devenue prégnante désormais, au point de détruire toute trace de la précédente. Quelque chose de cette salle, avec son sol poli et presque brillant, nous frappait comme encore plus déconcertant et horrible que les choses monstrueuses que nous avions rencontrées auparavant. La régularité du passage qui nous faisait face aussi bien que les proportions encore plus grandes des manchots croupissant ici nous permirent d'éviter toute confusion quant à l'itinéraire à suivre parmi cette pléthore de cavernes toutes aussi grandes. Nous ne manquerions pas, cependant, de continuer notre repérage par les lanières de papier si nous devions aborder de nouveau une zone plus complexe, puisque évidemment nous ne disposerions plus pour cela de traces dans la poussière. Ayant repris notre progression directe, nous projetâmes nos lampes sur les murs du tunnel, et nous arrêtâmes court, surpris par le changement suprêmement radical des sculptures dans cette partie du passage. Nous avions compris, bien sûr, la décadence ultime de la sculpture des grands anciens, lors du percement de ce tunnel, et avions tout aussi bien remarqué la qualité inférieure de l'artisanat dans les arabesques et les plaintes que nous avions dépassées. Mais maintenant, dans cette section plus profonde qui venait après la caverne, la différence soudaine entraînait une toute autre explication. Une différence dans la nature basique aussi bien que dans la qualité même, démontrant une dégradation si calamiteuse et si profonde de l'habileté que rien de ce que nous avions observé de leur lent déclin ne nous y avait préparé. Cet art nouveau et dégénéré était grossier, rudimentaire, manquant totalement de finesse dans le détail. C'était compensé par une profondeur exagérée dans les bandes, reprenant les motifs des rares cartouches plus anciens, mais la hauteur de ces bas-reliefs ne rejoignait jamais le niveau de la surface principale. Danforth émit l'hypothèse qu'il s'agissait d'une seconde couche de sculpture, une sorte de palimpseste formée en recreusant et effaçant un dessin antérieur. C'était d'une nature principalement décorative et conventionnelle, et consistait en spirales brutes et angles qui suivaient grossièrement la tradition mathématique pentagonale des grands anciens, mais qui se serait mise à en être la parodie plutôt qu'à la perpétuer. Nous ne pouvions pas nous enlever de l'esprit qu'un élément subtilement mais profondément étranger s'était mêlé au sentiment esthétique qui en sous-tendait la technique. Un élément étranger, prétendait Danforth, responsable d'une substitution laborieuse, mais manifeste,
Cela semblait être, même si cela en différait de façon troublante, ce que nous avions appris à reconnaître comme l'art des grands anciens, et je me souvenais avec persistance de choses hybrides de cette sorte dans les disgracieuses sculptures de Palmyre copiant la manière romaine. Que les autres eussent récemment remarqué ce ruban de sculpture, l'appui usé d'une lampe torche sur le sol, devant un des motifs les plus caractéristiques, en témoignait. Ne pouvant nous permettre de dépenser un temps plus considérable en études, nous reprîmes notre avancée après cet aperçu général, tout en lançant de fréquents coups de sonde lumineux sur les murs pour voir s'y développaient de nouveaux changements décoratifs. Nous ne remarquâmes rien de cette sorte, même si les sculptures devenaient plus rares en raison des nombreuses ouvertures vers les tunnels latéraux, sur un sol toujours propre et poli. Nous vîmes et entendîmes moins de manchots, mais pensâmes percevoir l'écho infiniment distant d'un de leurs groupes quelque part profondément sous terre. L'odeur inexplicable et nouvelle devenait abominablement forte, et à peine pouvions-nous détecter un rare indice de l'autre odeur, l'innommable. Des bouffées visibles de vapeur, devant nous, témoignaient des contrastes grandissants de température, et de la proximité relative des falaises sans soleil surplombant la mer des abysses. Alors, de façon inattendue, nous constatâmes devant nous certaines obstructions sur le sol poli, des obstructions qui en aucun cas ne pouvaient provenir des manchots, et allumâmes notre seconde torche, après nous être assurés que ce que nous voyions était parfaitement immobile. Et c'est la fin du chapitre 10, les amis. On se marque une pause. Et du coup, Chassoat qui dit « J'arrive pas à imaginer un manchot géant monstrueux, je l'imagine plutôt mignon. » Et pareil, j'avoue que ça m'a un peu déçu. Enfin, en fait, il y a eu un double mouvement. C'est-à-dire que j'étais en train de lire, et j'espère que vous l'avez remarqué quand même, j'étais en train de mettre un ton de plus en plus calme, de plus en plus posé, et j'essayais d'installer une ambiance. J'essayais de faire une ambiance un peu mystérieuse, un peu flippante entre guillemets. Et là d'un coup il dit que c'est des manchots, et j'étais dans ma tête je me suis dit, mais c'est nul. Enfin, et puis pareil que vous quoi, je me suis dit mais non mais c'est mignon un manchot, what the fuck. Enfin, j'ai été hyper déçu. Et après j'ai eu un second mouvement de réflexion où je me suis dit putain, mais en fait, c'est génial. Enfin, je sais pas, je trouve cette idée géniale. Le fait que les grands anciens aient côtoyé des espèces de manchots qui se sont développés d'une manière totalement différente parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes conditions que les autres manchots, etc. Et de toute manière, ça a l'air d'être une espèce à part vu qu'ils étaient déjà en bonne entente avec les grands anciens. Enfin voilà, et donc ils devaient déjà avoir un lien un peu chelou avec des créatures qui n'étaient pas de cette planète. Donc ouais, au final, j'ai eu un grand mouvement de déception, puis un grand mouvement de ah bah en fait c'est sympa. Et Chassoad qui résume très bien la chose en disant c'est tellement bizarre que c'est génial. Bah exactement. Exactement ce que je me suis dit. Et en soi, ouais, voilà, c'est pas con quoi. Enfin, dire que. Surtout si ça fait des millions d'années, puisque les grands anciens, ça fait des millions d'années qu'ils sont là. Donc, du coup, dire que les manchots ont évolué sur des millions d'années et ont grandi, etc., pourquoi pas quoi. Et du coup, ce chapitre, en fait, je le trouvais vraiment bien, parce que du coup, il y a plein d'éléments là d'un coup. Et comme quoi, il est fort Lovecraft quand même. Parce que il y a pas mal de chapitres où on s'est un peu ennuyé. Et là, d'un seul coup, il y a tous les éléments qui ont leur importance. Toutes les sculptures qu'ils ont analysées avant, ça a des répercussions sur ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Les odeurs, les sons. Donc c'est très dans le sensoriel. En plus, bah voilà, l'odeur innommable, hein, comme par hasard. Je vous l'avais bien dit que Lovecraft il voulait parler de l'innommable et de l'indicible, etc. Enfin oui, donc voilà, il y a vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup encore une fois. Et puis, c'est vrai que j'avais oublié de dire ça dans le récapitulatif du live précédent, mais c'est vrai qu'ils avaient trouvé des traces laissant supposer qu'a priori, il y avait un autre groupe qui avait été, qui les avait précédés de quelques heures dans ces tunnels. Donc c'est vrai que là, le fait qu'ils soient à la recherche d'un autre groupe, qu'ils voient des groupes de manchots un peu chelous, qu'ils entendent des bruits bizarres, enfin, qu'il y ait des odeurs, tout ça, ça commence à faire
une belle petite mosaïque. Et j'ai hâte de voir comment ça va se dénouer. Surtout là, il y a encore un cliffhanger au final, puisque a priori, s'ils disent qu'ils ont vérifié que la chose était bien immobile, que la chose qu'ils viennent de trouver au sol était bien immobile, a priori, je suppose qu'ils viennent de trouver le cadavre de quelque chose, ou en tout cas quelque chose d'étrange. Donc ouais, là, j'avoue que je suis bien dans la lecture pour le coup. Les deux premiers lives étaient très difficiles. Le troisième est allé mieux. Et là, j'ai l'impression que ça se présente comme le troisième. Ça va être cool, je pense. J'ai hâte de voir le dénouement. Et du coup, si tu dessines un manchot géant albinos, Chassoad, n'hésite pas à le partager avec le chat parce que ça peut être grave marrant en plus. Et le prochain chapitre fait 16 pages, on va dire. Donc, vu que c'est 16 pages et que c'est du Lovecraft, ça va être un peu lourd à lire. Donc je vais faire durer un peu la pause de manière à pouvoir me reposer vite fait la voix. Et du coup, salut Fulan Sulenkin, merci d'être là, ça fait plaisir bro de te voir parmi nous. Et bienvenue, bienvenue. Et du coup, Fulan Sulenkin, ça fait longtemps que t'es pas venu. Alors je t'envoie juste ça pour rire. Regarde, j'ai débloqué les émoticônes personnalisés. C'est pas trop cool. En vrai, ça m'a fait super plaisir. C'est un petit truc qui peut paraître gadget, mais ça m'a fait super plaisir quand j'ai reçu un mail de Twitch pour me dire que je pouvais faire ça. J'étais en mode ah, trop bien! Euh, Oh, Industrias qui nous rejoint. Bienvenue, Industrias. Bonsoir et bienvenue sur le live. Et du coup, juste pour précision, apparemment sur tablette ça a l'air d'aller, mais sur PC, les icônes sont un peu trop petites, les émoticônes que j'ai créés. Donc du coup, je vais les retravailler pour les faire en plus grande. Euh, Ah ouais, tu t'es déchiré, Furensu. On a tous des petites périodes comme ça de geekage intense. C'est des périodes qui font plaisir en vrai, moi je trouve. Hop, je change le titre du live. Je suis hyper chaud à continuer la lecture, mais en même temps, vu qu'il y a 16 pages, je sais que je vais douiller. Et du coup, j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Et du coup, bah, d'autant que vous, ça peut vous intéresser, les potes. Industria, c'est full en dessous. Sachez que j'ai fait pas mal de tests sur. Enfin, j'ai commencé à faire quelques tests plutôt. Sur l'extension. Enfin, j'ai fait des parties en gros. Avec l'extension en mode expert pour Mission Secrète. Et c'est super fun. Et les parties étaient encore plus marrantes, je trouve. Mais bon, faut quand même connaître bien le jeu. Mais je trouve ça vraiment très marrant. Donc à l'occasion, si on a l'occasion de tester ensemble, les amis, je pense que ça pourrait vous faire kiffer. Et d'ailleurs, Chassoad, ici présente, est en train de faire en ce moment des illustrations. Elle revient quasi tous les jours en me montrant des illustrations qu'elle a faites, et que je trouve juste magnifiques et qui vont trop bien rendre pour le jeu. Enfin, il y a une cohérence dans le jeu, en tout cas une cohérence graphique, mais je trouve aussi que ça se mêle bien justement au texte des cartes, etc. Ça fait vraiment... Il y a une cohérence où ça fait un univers un peu décalé, un peu fun, mais en même temps, il y a quand même de l'enquête, il y a quand même du mystère, etc. Enfin, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le petit mélange qu'on a réussi à se faire, la petite ambiance. Et du coup, je pense qu'on va reprendre la lecture assez rapidement, les amis. Je veux pas faire durer la pause éternellement. Eh bah écoutez les mecs, on se fera ça. On se checkera un week-end et puis on se fera une petite partie.
Euh... Poum, papoum, papoum. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bon. D'ailleurs, Industrias et Fulensu, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse pour le coup, mais j'ai commencé à publier vite fait ma BD entre guillemets bonhomme. Donc je sais pas si vous avez vu et si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur mon Twitter. Je l'ai publié il y a quelques jours, lundi, si je dis pas de conneries, ou sur mon Facebook. Enfin voilà, dans les photos de Planétéo. Voilà, voilà. Euh, Bah, de toute façon, en gros, Fulansu, le projet, c'est j'ai un personnage qui s'appelle Bonhomme. Donc, c'est de lui dont j'ai tiré les émoticônes personnalisés. Et en gros, l'histoire, c'est la vie de Bonhomme. Donc, plein de petites chroniques, on va dire. Des petites histoires en une, trois, cinq cases. Parfois une page, parfois deux, etc. Puis juste comme ça, des petites pastilles, quoi. Donc là, voilà, j'ai publié la première lundi. Et j'en suis assez content. Ok, bah ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Je sais pas si ce sera trop votre délire, hein, parce que c'est un peu en mode tout doux, tout tendre, tout mignon. Mais votre retour me ferait plaisir quand même. Et du coup, en fait, je me fatigue plus qu'autre chose avec les pauses au final parce que je parle tellement, je suis tellement bavard qu'au final, je m'essouffle avant de lire. Et du coup, nous allons nous plonger dans la suite de la lecture. Et nous allons, je l'espère, enfin savoir ce qui se trame, savoir ce qui arrive au groupe qu'ils sont en train de suivre, savoir sur quoi ils viennent de tomber. Enfin bref, tellement de questions, tellement de questions. J'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire. Et du coup, nous sommes partis pour l'avant-dernier chapitre de ce roman. Bientôt la fin, les amis. Donc du coup, Industrias, Fulan Sulenkin, Queen Malfoy et Chassoad, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à ceux qui sont dans l'ombre, bonne écoute à ceux en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure à la fin du chapitre. Chapitre 11. Et de nouveau, j'arrive à un point où il m'est très difficile de procéder. Je devrais m'être endurci à cette étape, mais il y a certaines expériences et injonctions qui laissent des cicatrices trop profondes pour permettre d'en guérir et accroissent la sensibilité au point que, sans souvenir, on reconvoque toute l'horreur initiale. Nous avions vu, j'ai dit, que le sol poli devant nous était obstrué. Je dois ajouter que nos narines étaient simultanément assaillies par une intensification curieuse de cette fétidité maintenant prédominante et mêlée à la puanteur innommable de ces autres qui nous avaient précédés. La lumière de la seconde torche ne laissait aucun doute sur ce qu'était cette obstruction, et nous n'en et nous n'en appro- et nous n'en approchâmes que parce que nous pouvions voir, même à cette distance, qu'ils étaient tout aussi dépourvus de vie que l'étaient les 6 spécimens déterrés du monstrueux monticule étoilé de la tombe trouvée dans le camp du malheureux Lake. Et ils étaient tout autant mutilés que ceux que nous avions déterrés, même s'il était avéré, pour l'épaisse liqueur verdâtre qui s'écoulait autour d'eux, que leur mutilation était infiniment plus récente. Il semblait n'y en avoir que 4, là où le rapport de Lake n'en suggérait pas moins de 8 à avoir formé ce groupe nous ayant précédés. De les retrouver dans cet état était totalement inattendu, et nous nous demandions quel monstrueux combat s'était déroulé ici dans la nuit. Des manchots, attaqués en groupe, auraient répliqué sauvagement avec leur bec, et notre ouïe nous confirmait désormais l'existence d'une colonie bien au-delà. Ces autres avaient-ils perturbé un tel endroit et provoqué une poursuite allant jusqu'au meurtre? Leur entassement ne le suggérait pas, et les becs de ces manchots n'auraient pas eu raison des rudes tissus que Lake avait disséqués, et pouvaient difficilement expliquer les terribles dégâts que nous commencions à discerner en approchant. À côté, ces géants volatiles aveugles que nous avions vus apparaissaient singulièrement pacifiques. S'était-il produit parmi le groupe de ces autres un affrontement dont les 4 absents étaient les responsables? S'il en était ainsi, où était-il? Était-il à proximité, et constituait-il pour nous une menace immédiate?
Nous surveillons avec anxiété quelques-uns des passages latéraux, au sol poli et nettoyé, tout en continuant notre lente et réticente progression. Quel que fût ce conflit, il avait clairement effrayé les manchots, au point de les disperser inhabituellement. Cela avait dû se produire près de cette colonie, dont nous entendions au loin le bruit, dans ces incalculables golfes plus loin, puisqu'il n'y avait aucun signe que ces oiseaux aient vécu ici. Peut-être, réfléchissions-nous, y avait-il eu un combat prolongé par une fuite hideuse, la partie la plus faible cherchant à rejoindre les abris dissimulés de la rive, où leurs poursuivants les avaient achevés. On pouvait s'imaginer le combat démoniaque entre ces monstrueuses entités sans nom, surgissant des noirs abysses parmi d'effrayants nuages, de manchots effrayés, piaillant et se dandinant partout. J'ai dit que nous nous étions approchés très lentement et avec répugnance de cet obstacle étalé et estropié, que le ciel nous ait épargné de nous en être jamais approchés, qu'il nous eût permis de nous enfuir à toute vitesse de ce tunnel du blasphème, sur ces sols lisses et graisseux, sous ces peintures dégénérées se moquant des choses qu'ils avaient remplacées, s'enfuir avant d'avoir vu ce que nous avons vu, et avant que nos esprits soient brûlés de ce qui plus jamais ne nous laissera librement respirer. Nos 2 torches braquées sur l'assemblage inerte, nous réalisâmes bien vite le facteur dominant de leur mutilation. Déchiquetés, écrasés, tordus et fracassés comme ils étaient, le trait principal de toutes leurs blessures, c'était une décapitation complète. De chacun d'eux, la tête étoilée aux tentacules avait été arrachée, et quand nous approchâmes, ce fut pour découvrir que la façon dont ça avait été accompli tenait plus d'un diabolique écartèlement ou succion que de toute autre forme ordinaire de décollement. Leur immonde liqueur vert sombre formait une flaque large et profonde, mais sa puanteur était oblitérée par cette odeur récente et étrange, plus mordante ici que n'importe où sur notre chemin. C'est seulement une fois très près de leur entassement étalé que nous pûmes établir le lien de cette inexplicable et fétide nouvelle odeur à une source antérieure. Et à l'instant où nous y parvînmes, Danforth, se souvenant de certaines sculptures si vivantes de l'histoire des grands anciens à l'âge permien, il y a 150 millions d'années, fut saisi d'un cri torturé qui résonna hystériquement dans les voûtes de ce passage archaïque et le palimpseste de ces sculptures maudites. Et je faillis moi-même m'écrier comme lui, parce que je les avais vues moi aussi, ces sculptures primitives, et j'avais frissonné en admirant la manière dont l'artiste sans nom avait suggéré cette hideuse masse visqueuse laissée délibérément estropiée, et les grands anciens prostrés, ceux que d'effrayants shogots avaient assassinés et sucés de façon caractéristique dans une épouvantable décapitation lors de la vieille guerre de nouvelle soumission. C'étaient d'infâmes sculptures de cauchemar, même évoquant des choses aussi anciennes et disparues. Les shogots et leurs œuvres n'avaient pas à être vus par les êtres humains, ni représentés par quiconque. L'auteur fou du Necronomicon avait anxieusement tenté de jurer que rien qui y ressemblât n'avait jamais poussé sur cette planète, et que seuls quelques rêveurs sous drogue l'avaient conçu. D'informes protoplasmes capables de singer et de refléter toutes les formes et organes ou processus, des agglutinations visqueuses, de bulles cellulaires souples, infiniment plastiques et ductiles, sphéroïdes caoutchouteux de 5 mètres de diamètre, esclaves par suggestion, constructeurs de villes, de plus en plus menaçants, de plus en plus intelligents, de plus en plus amphibies, de plus en plus clones. Grand Dieu! Ces grands anciens si blasphématoires qu'ils soient, quelle folie les avait fait sculpter et se servir de telles choses! Et là, alors que Danforth et moi regardions cette épaisse boue noire, avec des reflets iridescents et une fraîcheur miroitante, adhérant au corps sans tête et puant obscènement de cette nouvelle odeur inconnue, dont seule une imagination malade pouvait imaginer la cause, adhérant à ces cadavres, mais se faisant moins étincelantes sur les parties lisses de ces maudits murs, aux sculptures palimpsestes dans des séries de points groupés, nous eûmes un aperçu de la peur cosmique dans ses plus extrêmes profondeurs. Ce n'était pas la peur de ces 4 autres qui manquait, parce que nous soupçonnions qu'ils ne feraient plus aucun mal. Pauvres diables! Après tout, ils n'étaient pas les pires démons de leur espèce. Ils étaient les hommes d'un autre âge et d'un autre ordre de l'être. La nature leur avait joué une infernale plaisanterie, comme cela serait le cas pour bien d'autres, que la folie, la dureté, la cruauté humaine les avaient attirés vers cette mort hideuse dans le sommeil polaire le plus désolé, pour leur tragique retour à la maison. Ils n'avaient jamais été sauvages. Pourquoi faire l'aurait-il été? Cet affreux réveil dans le froid d'une époque inconnue, peut-être une attaque par ces quadrupèdes aboyant et mordant frénétiquement, et la confuse défense qu'ils entreprendraient, mais ces êtres simiesques, également frénétiques, avec leurs étranges accoutrements et leurs singuliers bazars. Pauvre Lake, pauvre Gedney,
Et pauvres grands anciens, pour les scientifiques au moins, qu'avaient-ils fait que nous n'aurions pas fait à leur place? Dieu, quelle intelligence, quelle opiniâtreté, quel courage à affronter l'incroyable, juste comme leurs parents et ancêtres sculptés avaient affronté des choses à peine moins incroyables. Radières, végétaux, monstruosités tombées des étoiles, quoi qu'ils aient été, c'étaient des hommes. Ils avaient traversé les pics glacés pour rejoindre ces pentes et temples qu'ils avaient autrefois vénérés et remontés parmi les fougères arborescentes. Ils avaient retrouvé leur cité morte, endormie sous sa malédiction, et appris son histoire sculptée comme nous l'avions fait. Ils avaient essayé de rejoindre leurs compagnons survivants dans les fabuleuses profondeurs d'abysse qu'ils n'avaient jamais vues, et qu'avaient-ils trouvé? Tout cela éclatait en nous, Danforth et moi-même, à l'unisson, alors que nous contemplions ces formes lacérées et couvertes de boue, sous ces affreuses sculptures palimpsestes et ces diaboliques groupes de poings maculés de frais sur les murs auprès d'eux. Regardions et comprenons ce qui avait dû triompher et survivait ici-bas dans la ville sous-marine cyclopéenne de ces abysses aveugles, peuplés de manchots, où maintenant les volutes fétides d'un sinistre brouillard avaient commencé de nous envelopper comme en réponse aux cris hystériques de Danforth. Le choc, reconnaissant cette boue monstrueuse et sans tête, nous avait figés dans une muette paralysie de statue. Et c'est seulement lors de nos conversations ultérieures que nous avons décrypté la vraie nature de nos pensées en cet instant. Il nous avait semblé nous tenir là des éternités, mais en réalité cela n'avait pas dû être plus que 10 à 15 secondes. Ce brouillard blafard et sinistre nous enveloppait comme si propulsé face à nous par quelque masse avançant, puis survint un son qui bouleversa tout ce que nous avions décidé, et leva brusquement le sort qui nous figeait, nous poussant à courir comme des fous à travers les manchots effrayés, et piaillant tout au long des repères qui nous ramenaient à la ville, nous élançant dans ces couloirs mégalithiques, sombrant dans les glaces jusqu'à l'immense structure circulaire, et de là à l'assaut de l'archaïque rampe en spirale, pour un plongeon réflexe et frénétique vers l'air normal du dehors et la lumière du jour. Ce nouveau son, comme je l'ai laissé entendre, avait bouleversé ce que nous avions décidé, parce qu'il était ce que la dissection du malheureux Lake nous avait conduit à attribuer à ceux que nous pensions décédés. C'était précisément, Danforth me le révéla plus tard, ce qu'il avait entendu dans une forme infiniment étouffée, en ce lieu au-delà d'un angle de l'allée au-dessus du niveau glaciaire. Et il avait certainement une ressemblance choquante avec les effets de harpe du vent que nous avions tous deux perçus près des cavernes des montagnes. Au risque de sembler puéril, je veux aussi ajouter une autre chose, mais seulement pour exprimer la manière surprenante dont l'impression de Danforth confirmait la mienne. Bien sûr, c'est une lecture commune, qui nous avait préparés tous deux à faire cette interprétation, même si Danforth avait fait allusion à d'étranges notions quant à des sources insoupçonnées et interdites auxquelles Poe avait pu avoir accès en écrivant son Arthur Gordon Pym il y a un siècle. On se souviendra que, dans ce conte fantastique, on entend un mot d'une signification inconnue et terrible, mais prodigieuse, relié à l'Antarctique, et éternellement crié par les gigantesques et fantomatiques oiseaux des neiges, dans le noyau de cette région maudite. Tekelili, Tekelili. Ceci, je dois l'admettre, est exactement ce que nous pensons avoir entendu dans ce son émis soudain derrière ce brouillard blanc venant sur nous. Cet insidieux sifflement musical sur un spectre singulièrement large. Nous étions en pleine course avant que les 3 notes ou syllabes se soient terminées, tout en sachant que la mobilité des grands anciens permettrait à n'importe lequel des survivants du massacre, alertés par le cri et se lançant à notre poursuite, d'être sur nous en un instant s'ils le souhaitaient. Nous entretenions, cependant, le vague espoir que notre conduite pacifique, comme la parenté de nos intérêts, fasse qu'on nous épargne en cas de capture, au moins par curiosité scientifique. Après tout, si l'un des nôtres n'avait rien à craindre pour lui-même, il n'aurait aucune raison de nous faire souffrir. Dissimulation bien futile en la circonstance, nous projetâmes le faisceau de la torche derrière nous et constatâmes que le brouillard s'amincissait. Verrions-nous enfin un spécimen complet et vivant de ces autres? Se produisit encore cet insidieux son de harpe. Tekelili, Tekelili. Alors, notant que nous creusions l'écart avec notre poursuivant, nous pensâmes que peut-être cette entité était blessée. Nous ne pouvions prendre aucun risque, pourtant, puisque d'évidence, cela s'était produit en réponse au hurlement de Danforth, et non pas à la suite du mouvement d'une quelconque de ces entités. Le temps était trop serré pour faire place au doute. De la localisation de ce cauchemar le moins concevable et le moins descriptible, cette montagne indistincte vomissant une boue fétide de protoplasme, dont la race avait conquis les abysses,
et envoyer ici ces éclaireurs pour refaire les sculptures et s'agiter dans les cavernes, nous ne pouvions pas avoir idée. Mais cela nous était une véritable douleur d'abandonner ce grand ancien, probablement paralysé, peut-être le seul survivant, au péril d'être repris et avalé par un destin sans nom. Remercions le ciel que nous n'ayons pas ralenti notre course. Le brouillard s'était épaissi de nouveau et gagnait sur l'avant avec une vitesse grandissante, tandis que les manchots égarés derrière nous gloussaient et pépiaient avec des signes manifestes de panique vraiment surprenantes au regard de leur confusion mineure quand nous les avions croisés. Une fois de plus, revint ce sinistre sifflement au large spectre. « Tekelili, Tekelili !» Nous avions tort. La chose n'était pas blessée, mais avait simplement ralenti pour avoir buté sur les corps de ses cousins tombés et sur la diabolique inscription debout qui les surplombait. Nous ne pourrions jamais savoir ce qu'était ce terrible message, mais ceux qui avaient été enterrés au camp de Lake nous prouvaient l'importance que ces êtres attachaient à leur mort. Utilisant imprudemment notre torche, nous aperçûmes devant nous la grande caverne ouverte, où convergeaient tant de couloirs, et fûmes soulagés de laisser derrière nous ces morbides sculptures palimpsestes, même devinées en les regardant à peine. Une autre pensée que de déboucher dans la caverne nous inspira, fut la possibilité de semer notre poursuivant dans cet ahurissant enchevêtrement de grandes galeries. Il y avait de nombreux manchots albinos géants dans la grande salle, et il semblait évident que leur peur de l'entité qui approchait était extrême et les rendait fous. Si, à ce moment, nous économisions notre torche au plus extrême besoin de notre orientation, n'éclairant que droit devant nous, les mouvements effrayés et erratiques des oiseaux géants, dans le brouillard, pourraient brouiller nos empreintes de pas, occulter notre passage, ou induire une fausse piste. Dans le bouillonnement et les volutes de ces brouillards, le sol caouteux et encombré de débris du tunnel principal passait la salle, si différent de ces antres lisses et morbides, ne pourrait plus fournir d'indices, même pour ces sens spéciaux qui, dans l'urgence, rendaient les grands anciens en partie indifférents au manque de lumière. De fait, nous étions surtout effrayés du risque de nous perdre en nous hâtant pareillement. Puisque nous avions décidé, bien sûr, de rejoindre selon la plus droite ligne la cité morte, et que s'égarer dans ces contreforts inconnus en nid d'abeilles aurait des conséquences incalculables. Le fait que nous ayons survécu, et soyons revenus au jour, est une preuve suffisante que la chose a pris une mauvaise galerie, tandis que nous avions providentiellement bifurqué sur la droite. Les manchots à eux seuls ne nous auraient pas sauvés, mais dans cette conjonction avec le brouillard cela semble avoir été le cas. Il s'en fallut d'un cheveu du destin pour que ces vapeurs restent assez opaques au bon moment, tant elles s'amenuisaient constamment et étaient sur le point de disparaître. Et bien sûr, elles disparurent juste une seconde au moment où nous échappions au nauséeux tunnel sculpté pour nous jeter dans la caverne, nous offrant un unique et seulement demi-aperçu de l'entité qui surgissait, alors que nous lancions un coup d'œil ultime et désespéré vers l'arrière, avant d'éteindre la torche et de nous mêler au manchot dans l'espoir de nous dérober à la poursuite. Et si le destin fut généreux en nous occultant, il fut infiniment l'opposé, en nous autorisant ce demi-regard, tant ce flash d'une semi-vision représente la bonne partie de l'horreur qui nous hante depuis lors. La raison précise de ce regard en arrière n'était-elle pas plus que l'immémorial instinct du poursuivi de mesurer la nature et la trajectoire de son poursuivant, ou peut-être la tentative réflexe de répondre à une question subconsciente provoquée par un de ses sens? En plein dans notre fuite, et toutes nos facultés concentrées sur comment s'en sortir, nous n'étions pas en condition d'observer et d'analyser en détail. Et pourtant, même ainsi, ce qui nous restait de cellules cérébrales avait retenu le message transmis par nos narines. Après coup, nous avons réalisé ce que c'était. Fuir la boue fétide recouvrant l'entassement décapité et l'entité à nous trousses qui se rapprochait n'avait pas permis de reconnaître la nouvelle odeur comme l'imposait la logique. En s'approchant des choses inanimées, cette nouvelle graissante puanteur inexplicable était devenue pleinement dominante. Mais à présent, elle aurait dû faire place largement à la puanteur innommable associée à ces autres. Et ce n'était pas le cas. Au lieu de ça, la nouvelle odeur, encore moins supportable, nous l'apercevions sans dilution, de plus en plus forte, et son poison, à chaque seconde, plus insistant. Et c'est ensemble que nous nous étions retournés, et l'apparition se fit simultanément, même si, sans aucun doute, l'amorce d'un mouvement de l'un entraîna l'autre par imitation. Et ce faisant, nous braquâmes nos deux torches à pleine puissance sur le brouillard momentanément aminci, soit la pure et primitive anxiété de voir tout ce que nous pouvions, soit l'effort moins primitif mais tout aussi inconscient
d'aveugler l'entité avant d'éteindre à nouveau notre lumière et de nous fondre parmi les manchots encombrant le centre du labyrinthe. Geste malheureux. Ni Orphée lui-même, ni la femme de Lot n'auront payé plus chèrement pour un simple regard en arrière. Et de nouveau surgit ce choquant sifflement au large spectre. « Takelili, Takelili !» Je dois aussi bien être franc, même si je n'ose pas être complètement direct. Quand je fais état de ce que nous vîmes, quoique dans l'instant, nous ayons ressenti que nous ne devions même pas l'avouer l'un à l'autre. Les mots qui s'adressent au lecteur ne sont pas capables de suggérer ce que la vue elle-même avait d'affreux. Tout notre être, conscient, paralysé si complètement que je m'émerveille que nous ayons eu la force résiduelle d'éteindre nos torches comme prévu et de nous élancer dans le tunnel de droite vers la cité morte. Le seul instinct nous emportait. Peut-être mieux que ne l'eût fait la raison, quand bien même ce fut ce qui nous sauva, nous en avons payé le haut prix. De raison, il nous restait certainement bien peu. Danforth était complètement sous le choc, et la première chose dont je me souvienne pour le reste du trajet, c'est de l'entendre chanter impulsivement une formule hystérique à laquelle moi seul de toute l'humanité aurait pu trouver autre chose que pure folie. Elle se réverbérait en faux écho parmi les gloussements des manchots, se réverbérait dans la suite des voûtes devant nous, et Dieu merci, dans la suite des voûtes derrière nous. Il n'aurait pas pu la commencer aussitôt, sinon nous n'aurions pas été en vie et courant à l'aveuglette. Je tremble de penser à ce qu'une fraction de seconde en plus à sa réaction nerveuse aurait eu pour conséquence. Station métro Sud, station de métro Washington, station de métro Park Street, Kendall, Central, Harvard. Le pauvre gosse chantait la suite des stations souterraines de Boston à Cambridge. Le tunnel percé sous notre pacifique terre native, à des milliers de kilomètres, là-bas en Nouvelle-Angleterre. Et pour moi, ce rituel n'avait ni disconvenance ni nostalgie. Rien que de l'horreur. Parce que moi aussi je savais infailliblement l'indescriptible analogie qu'il avait provoquée. Nous nous étions attendus, regardant en arrière, à découvrir une terrible entité, au déplacement incroyable, si le brouillard s'amincissait suffisamment. Mais de cette entité, nous nous étions formés une idée claire. Ce que nous vîmes, puisque le brouillard n'était que plus pernicieusement fin, était à la fois différent et incommensurablement plus hideux et détestable. C'était l'extrême et objective incarnation de ce que le romancier fantastique nomme « chose qui ne devrait pas être ». Et la plus proche analogie en était un métro géant lancé à pleine course, comme on les aperçoit depuis le quai des stations, un grand fronton noir brillant colossalement comme lancé depuis une infinie distance souterraine, constellé de lumières étrangement colorées et remplissant la prodigieuse galerie comme un piston remplit un cylindre. Mais nous n'étions pas sur un quai de métro. Nous poursuivions notre fuite en avant, alors que cette colonne fluide d'une iridescence noire et sointante de cauchemar, faisant bien 5 mètres de front, augmentait sa vitesse et projetait devant elle une spirale de cette blafarde vapeur des abysses. C'était une terrible et indescriptible chose, plus grande que tout train de sous les villes, un conglomérat informe de bulles protoplasmiques, faiblement lumineux, avec des myriades d'yeux éphémères se formant et se déformant comme des pustules de lumière verdâtre sur toute l'épaisseur du tunnel, et qui s'écroulait sur nous, écrasant les manchots pris de panique et glissant sur le sol lisse que cela et tout ce qui y ressemblait avait dégagé si diaboliquement de tout détritus. Et encore revint le cri maudit, moqueur, « Tekelili, Tekelili !» et nous nous souvînmes enfin que ces chogottes démoniaques, dont la vie, l'intelligence et la fluidité des organes avaient été créées par les grands anciens, n'ayant d'autre langage que ce qu'exprimaient les groupes de poings, n'avaient pas d'autre voix que l'accent imité de leur maître disparu. Et c'est la fin du chapitre 11, les amis. On se marque une pause. Je suis trop content de ce chapitre. Putain de merde. Ça fait du bien. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content. Je suis trop méga content, les amis. Je vous avoue que cette lecture, bah, de toute façon je vous l'ai déjà dit, elle a été difficile. Il y a plein de moments qui étaient un peu ennuyeux. Les premiers chapitres étaient vraiment barbants. Et là, je suis trop content de ce chapitre. Il se passe tellement de choses. Ah, c'est trop bien. Il y a trop des moments de tension, des moments d'horreur, des moments de poursuite, de course-poursuite avec un monstre
totalement what the fuck à la Lovecraft. Enfin, c'est génial. Et là, la révélation de fin, elle est, elle est débile, enfin, elle est simple. Mais juste le fait de dire à la fin, ah bah le cri qu'ils font et leur langue, c'est la langue des grands anciens parce qu'ils n'avaient pas leur propre langue. Juste ça, je trouve ça trop cool. Euh, le fait aussi que tout à l'heure, il parle des grands anciens comme si, enfin, il a dit clairement les grands anciens étaient des hommes, alors que vous avez bien vu leur apparence, que c'était des trucs totalement what the fuck. Euh, donc du coup, enfin, je trouve ça complètement fou en fait. Je trouve ça trop bien en fait. J'ai été énormément déçu de la lecture jusqu'à un certain point. Et là, je suis vraiment en méga kiff parce que c'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment dingue. Genre, enfin ouais. Puis, enfin ouais, je trouve ça vraiment tellement intéressant de dire que les grands anciens sont les hommes d'une autre époque, entre guillemets. De les comparer vraiment à l'homme. Et de dire, entre guillemets, que l'humanité vient pas de... Enfin, que l'humanité n'est pas dans l'homme, en fait. Que l'humanité, c'est un concept qu'on a créé, entre guillemets, quoi. Pour dire qu'on pense que les gens sont à peu près comme ça, etc. Et du coup, là, ouais, qualifier une autre espèce d'humanité, etc., je trouve ça grave cool. Enfin, ouais. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses trop bien dans ce chapitre et qui prennent des résonances dans tout le bouquin. Et c'est vraiment bien, quoi. Parce que là, du coup, il y a vraiment une mythologie hyper construite avec les Shoggoths, avec les grands anciens, les Shoggoths qui étaient les esclaves des grands anciens, etc. Les manchots qui apparemment ont vécu un peu des trucs avec eux et puis qui ont évolué pour devenir aveugles et albinos. Et puis les grands anciens qui sont devenus une espèce a priori quasiment morte entièrement a priori, puisqu'on vient d'en retrouver encore 4 cadavres. Donc il n'y avait plus que quelques spécimens et ils ont été tués par a priori des Shoggoths. Enfin moi c'est comme ça que j'ai compris le texte. Si je trouve j'ai mal compris. Mais ça se trouve c'est des Shoggoths qui étaient donc les anciens esclaves des grands anciens qui étaient en train de, je pense que c'est des Shoggoths qui sont en train de poursuivre Danforth et notre narrateur. Enfin ouais, j'hallucine, je trouve ça trop bien quoi. Je trouve ça vraiment génial, je trouve ça hyper intelligent, hyper intéressant. Et ça me donne plein d'idées pour des jeux de rôle en fait. Donc ouais, je trouve ça hyper inspirant le Lovecraft en fait. Genre, même moi qui est pas... Enfin, même moi qui ai rarement, entre guillemets, une motivation très grande à dessiner, genre là ça me donne trop envie de dessiner quoi. Genre les manchots albinos aveugles, les grands anciens avec leurs tonnes de tentacules, de cils partout sur le corps, d'yeux partout, etc. Et là, une espèce de masse noire gigantesque avec plein d'espèces d'étoiles dedans. Euh, Plein de yeux qui se forment et se déforment au fur et à mesure. Enfin, ouais, c'est un gros délire génial, quoi. Et oui, de toute façon, oui, c'est clair, Furansu, que c'est clair que c'est clair que Cthulhu, dans les JDR, ça a été bien exploré, le mythe de Cthulhu. Et c'est clair qu'il y a des raisons, ouais. C'est vraiment cool. Ça me fait penser à quelques JDR que j'avais fait où j'avais fait intervenir des extraterrestres et où justement j'essayais d'aller un peu là-dedans en fait. Parce que moi je me dis que si les extraterrestres existent, et je pense qu'ils existent, mais je me dis que si ça se trouve ils ont des formes auxquelles on s'attend pas du tout. Je me dis si ça se trouve ce qu'on définit comme étant la vie, c'est peut-être pas forcément ce qu'est la vie vraiment, et si ça se trouve il y a des choses qu'on a peut-être même déjà vues, on n'en sait rien. Mais il y a peut-être des choses qu'on verra et qu'on n'identifiera pas comme de la vie, alors que si ça se trouve, c'est déjà des extraterrestres. Ou peut-être que c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, parce que nos sens sont limités malgré tout. Donc du coup, si ça se trouve... Enfin voilà, j'ai plein de théories là-dessus. J'aime beaucoup ce genre de truc. Et du coup, j'avais fait un JDR une fois avec des espèces d'extraterrestres chelous, et il y avait notamment un espèce de blob de gelée qui parlait par télékinésie à tout le monde et qui faisait ses actions qui parlait par télépathie à tout le monde et qui faisait ses actions par télékinésie. Il y avait aussi
Je crois que c'était dans ce JDR que j'avais masterisé, que j'avais fait ça aussi. Une race alien qui avait un pied gyroscopique. C'est-à-dire qu'ils avaient qu'un pied, mais genre courbé au centre, enfin plié au centre. Et donc il y avait leur pied là, là il y avait le reste de leur corps. Ou je vais peut-être le faire comme ça sera plus facile. Donc il y avait leur pied là, là il y avait le reste de leur corps. Et du coup, euh, ce point-là de la jambe tournait sur elle-même. Je ne saurais pas le faire, mais voilà. Donc le pied restait au sol et ça tournait sur soi-même tout le temps pour garder l'équilibre. Et enfin voilà. Alors ça peut paraître débile, mais moi c'est ça que j'adore trop avec l'imagination déjà, et avec les théories extraterrestres, avec voilà tout ce qu'on veut. C'est que on peut inventer ce qu'on veut. Et Lovecraft, il est allé tellement dans des créatures chimiques et what the fuck. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment hyper cool. Enfin ouais. Il faut s'inspirer de Lovecraft pour faire des trucs, c'est vraiment trop bien. Et du coup, je m'empresse d'aller voir ton dessin, Chassead. J'espère que ça va pas faire bugger le live. Désolé s'il y a des petits freezes, c'est que je suis en train d'aller sur Instagram. Mais bon, c'est pas plus mal, ça me permet de faire une pause vocale. Trop marrant ton manchot. C'est vrai que franchement, je m'attendais tellement pas à avoir un manchot dans ce roman, c'était trop chelou. Un manchot géant. Enfin ouais, c'était marrant, mais c'était bizarre. Euh, et du coup, le live, comme prévu, va durer vraiment moins de temps que les derniers lives, désolé. Puisqu'on en est à 1h19 et qu'on a déjà plus qu'un chapitre à lire, l'ultime chapitre de ce roman. Donc je pense que le live, en tout et pour tout, aura duré 1h45, enfin va durer 1h45, un truc comme ça. Euh, Je vais attendre encore quelques secondes avant de reprendre la lecture, le temps de reprendre mon souffle, bien que le dernier chapitre soit très très court, si je ne m'abuse. Je crois qu'il y a 8 pages. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça devrait aller encore plus vite. Euh, En plus, ouais, enfin ouais. Même, ne serait-ce, bah, c'est idiot, hein, mais c'est une vérité vraie. Euh, quand il y a de la peur, de la panique, comme ça dans un texte, c'est tellement plaisant à lire à voix haute. Parce que du coup, c'est tellement plaisant de rythmer la cadence, de faire accélérer le débit, jusqu'à ce que ce soit limite trop. En fait, dans la panique, il y a quelque chose de. Ouais, voilà, justement, d'irraisonné. Et du coup, on peut aller vachement loin dans la lecture, on peut limite aller trop loin dans la rapidité de lecture. On peut. Enfin, ouais, il y a vraiment moyen de s'amuser en fait dans la lecture à voix haute, je trouve, sur ce genre de moment. Donc c'est pour ça que j'ai bien kiffé aussi. Euh... Alors. Bah écoute, Fulansu, c'est très gentil de proposer, mais je connais pas le jeu. Et je t'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer parce que je suis déjà sur beaucoup de projets et de jeux. Donc, c'est gentil de proposer, mais là, comme ça me dit rien, bro. Surtout que Humble Bundle, j'en avais un pour Don't Starve, mais je me rappelle plus du code ni rien. Donc, c'est gentil de proposer, ça me fait très plaisir. Mais là, comme ça me dit rien, bro. Après, je peux aller voir des images de Bionic Commando après le live et je te dirai quoi, mais là, a priori, ça rentrerait pas dans mon emploi du temps de ministre de gros geek en fait. Voilà. Et du coup, The Devilman qui nous rejoint, bienvenue à toi, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Et du coup, je vais m'empresser de changer le titre du live pour passer au dernier chapitre. Hop. Et les gens, je me suis fait avoir. Alors, on verra si c'est le cas avec cette vidéo parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit déjà pas mal de grossièreté. Oups. Euh, En fait,
En fait, donc comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à monétiser mes lectures afin de pouvoir avoir un tout petit peu d'argent pour acheter les prochains bouquins. Et c'est trop marrant parce que depuis que j'ai mis la monétisation sur mes rediffusions, et ben les deux dernières rediffusions n'ont pas été acceptées à la monétisation. Et je pense que c'est parce que j'ai dit des gros mots. Oups. Et là, je me suis rendu compte que j'en ai dit encore ce soir. Donc on verra. Faudra que j'essaie de me retenir pour l'un des prochains lives à dire zéro gros mots, zéro référence à des trucs un peu chauds que YouTube censurerait. Et voir si c'est bien de là que venait le problème. Parce que le truc, c'est qu'ils te disent qu'ils monétisent pas ta vidéo, mais ils te disent pas pourquoi, donc c'est un peu chiant. Enfin bon. Hum. Merci The Devilman, ça fait plaisir. Bah, bonne soirée, bonne nuit à toi, du coup, repose-toi bien. Et à bientôt. Alors, Fulanso qui dit non, mais apparemment les monétisations YouTube c'est nimp en ce moment. Bah, en fait, ils deviennent de plus en plus drastiques sur les. Attendez, attendez, je vais regarder parce que je pense que drastique. Je connais le sens du mot drastique, mais je sais pas si on peut l'employer euh, dans ce contexte. Alors, je m'empresse d'aller le voir. C'est une technique que je vous donne, les amis. Dès que vous employez un mot ou que vous voyez un mot dont vous n'êtes pas sûr, allez le voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, voilà, c'est un équivalent de draconien radical, donc ça marche bien. Mais allez le voir et vous verrez que c'est comme ça qu'on se fait une superbe collection de mots de vocabulaire et qu'après on peut se la péter en les ressortant. Euh... Ouah, chelou. Ah ouais, d'accord, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, bah, si en ce moment il y a vraiment un truc bizarre qui se passe avec la monétisation, je vais considérer que c'est peut-être pas par rapport à ce que j'ai mis, à ce que j'y ai fait. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ça m'a étonné, mais ouais, en ce moment, ils sont de plus en plus drastiques et il y a de plus en plus ce délire de on veut aucune référence à des sujets. Bah, il y a des sujets, c'est compréhensible, mais il y a certains sujets. En fait, dès que c'est un sujet où il peut y avoir débat, j'ai l'impression, ils veulent plus. Sauf que si on peut plus avoir de débat sur tout et n'importe quoi, c'est un peu problématique. D'accord, Fuansu. Bon, bah, c'est bon à savoir. Au moins, je me sens moins seul s'il y a plein de problèmes en ce moment. Et du coup, bonne nuit, The Devilman, bonne nuit. À une prochaine. Ah bah, Fulansu, je suis pas mal de vidéos américaines et de plus en plus d'Américains mettent des bips sur leurs insultes, etc. Donc ouais, en ce moment, c'est assez ouf. J'hallucine. En français, les détecteurs automatiques sont pas encore assez bons, je pense, pour détecter toutes les insultes. Mais il suffit que je dise une fois what the fuck, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que ça peut me pénaliser. Parce que du coup, il y a les détecteurs qui font pas attention, quoi. Ils prennent et ils disent ah ok, hop, ça c'est réglé. Et c'est ça qui est un peu dommage, quoi. C'est que euh, ah oui, mais je suis d'accord avec toi, Fulansu, hein. Moi, je trouve ça hyper strict et hyper abusé. Mais ouais, la chose est que autant donc là, c'est fait par ordinateur, hein. Clairement, c'est les ordinateurs qui repèrent ce qui va pas. Et le truc, c'est que tu peux envoyer un message pour dire non, mais vous avez déconné, vous m'avez démonétisé ma vidéo, alors que clairement, il y a pas lieu que ça soit. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que j'ai voulu faire une réclamation du coup, et on peut pas réclamer si notre vidéo fait pas 1000 vues minimum. Et bah, du coup, je comprends parce que ça doit être pas mal de taf, etc. Mais du coup, je me suis dit, bah.
c'est chaud quand même parce que à ce moment-là, les petits youtubeurs qui commencent vraiment, ils peuvent jamais se faire de place quoi. Et dès qu'ils commencent un petit peu, ils se font direct démonétiser. Enfin, c'est chaud quoi. Euh, Ouais, bah ouais, clairement. Clairement, je suis d'accord avec toi, Fluenso. Enfin bon, on va pas changer le monde, hein. De toute façon, malheureusement, j'ai l'impression que je trouve ça vraiment triste parce que YouTube et Internet en général, je trouve que c'est du génie et que ça peut vraiment être quelque chose de génial et vraiment de bénéfique à l'humanité. Mais c'est vrai que c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette interactivité, cette interaction en tout cas, entre les utilisateurs YouTube et YouTube, parce que j'ai l'impression que YouTube, ils font des réformes très très souvent avec lesquelles personne ne sont d'accord et ils s'en foutent. À chaque fois, ils passent et ils mettent. Enfin bon. Après, c'est le ressenti qu'on en a comme ça de l'extérieur, hein. Je me doute qu'ils doivent quand même faire attention, machin, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a cette impression de dehors, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, j'espère que malgré tout, YouTube et Internet resteront des endroits de liberté et de coolitude. Parce que pour le moment, c'est ce que c'était, et pour moi, c'est ce que c'est voué à être, quoi. Ça peut être vraiment quelque chose de génial, quoi. Ah bon. On va pas faire des discussions là-dessus à l'infini. De toute manière, on ne peut pas refaire le monde. Et du coup, après cette 1 heure et demie de live, nous allons commencer la lecture du dernier chapitre, le tout dernier chapitre de ce roman Montagne de la folie d'H.P. Lovecraft. Un chapitre de 8 pages, donc ça va aller très vite, je vais vous reprendre très très rapidement. Du coup, je vous souhaite à ceux qui sont encore là une bonne écoute. Donc bonne écoute Fallen Solenkin, bonne écoute Chassoat, bonne écoute Queen Malfoy, et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à tous ceux en rediffusion. Nous sommes partis pour la lecture, je vous reprends tout à l'heure pour l'outro du live. À tout à l'heure. Chapitre 12. Danforth comme moi-même avons le souvenir de comment nous émergeâmes dans le grand hémisphère sculpté et reprîmes notre chemin de retour à travers les salles et couloirs cyclopéens de la cité morte. Et ce sont cependant de purs fragments de rêve qui ne comportent ni mémoire, ni volonté, ni détail, ni prouesse physique. C'est comme si nous flottions dans un monde nébuleux et une dimension hors du temps, de la causalité et de l'orientation. Le demi-jour grisâtre du vaste espace circulaire nous dégrisa quelque peu, mais nous n'approchâmes pas de nouveau près de la cachette au traîneau pour revoir le malheureux Guenné et le cadavre du chien. Ils reposaient dans un étrange et titanesque mausolée, et j'espère que la fin de la planète les trouvera ici sans aucun trouble. Sans autre trouble, pardon. C'est lorsque nous commençâmes le combat contre la colossale rampe inclinée que tombèrent sur nous la terrible fatigue et le manque de souffle que notre expédition dans l'air raréfié du haut plateau avait produit. Mais même la peur de l'évanouissement ne put nous décider à aucune pause, avant d'avoir atteint le réel niveau du soleil et du ciel. C'était en quelque sorte vaguement approprié à notre départ de ces époques enterrées, parce qu'à mesure que nous nous frayions notre chemin vers le haut du cylindre de 20 mètres d'une maçonnerie primitive, nous découvrîmes tout au long une procession continue de sculptures héroïques de la race disparue, dans les temps les plus reculés à l'apogée de leur technique. Un au revoir des grands anciens, écrit 50 millions d'années plus tôt. Escaladant finalement le rebord supérieur, nous nous retrouvâmes sur un large monticule de blocs écroulés, avec les murs incurvés de pierre s'élevant à l'ouest et les pics déchiquetés des grandes montagnes dépassant des structures encore plus écroulées à l'est. Le bas soleil de minuit de l'Antarctique rougeoyait à l'horizon, côté sud, à travers les saillies fissurées des ruines, et l'âge sans fond et la mort de la ville de cauchemar nous semblaient par contraste relativement familiers et aussi habituels que les paysages polaires. Le ciel, au-dessus de nous, était une masse opalescente et tourbillonnante de vapeurs ténues et glacées, et l'étreinte du froid nous saisit vitalement. Déposant avec lassitude les sacs auxquels nous nous étions instinctivement agrippés tout au long de notre course désespérée,
Nous reboutonnâmes nos lourdes combinaisons pour la descente trébuchante du monticule et la marche à travers ces pierres mortes depuis des éternités vers les contreforts où attendait notre avion. De ce que nous avions vu, fondant depuis l'obscurité secrète de la terre et ses golfes archaïques, nous n'osâmes rien dire. En moins d'un quart d'heure, nous avions retrouvé les gradins vers les contreforts, une ancienne terrasse probablement, celle par où nous étions descendus, et pouvions discerner la sombre silhouette de notre grand avion parmi les ruines disséminées de la pente remontant devant nous. À mi-chemin de la colline, nous dûmes faire une pause d'un instant pour reprendre respiration, et nous retournâmes une dernière fois sur le fantastique enchevêtrement paléogène de ces pierres aux formes incroyables au-dessous de nous, se découpant mystiquement une nouvelle fois sur l'ouest inconnu. Ce faisant, nous vîmes que le ciel au-delà s'était dégagé de ces brumes du matin, les incessantes vapeurs glacées s'étaient déplacées vers le zénith, où leurs formes ironiques semblaient sur le point de se figer pardon. Je vais reprendre la phrase, j'ai eu du mal avec la liaison. Ce faisant, nous vîmes que le ciel au-delà s'était dégagé de ces brumes du matin. Les incessantes vapeurs glacées s'étaient déplacées vers le zénith, où leurs formes ironiques semblaient sur le point de se figer en étranges figures, qu'elles redoutaient de rendre définitives comme une conclusion. Elles révélaient maintenant sur l'ultime horizon blanc, derrière la grotesque cité, une mince et très fine ligne d'un apogée mauve, dont les pointes effilées semblaient briller comme dans un rêve contre la rose présence du ciel à l'ouest. Plus haut que ce bord chatoyant s'étendait l'ancien plateau et le creux de la rivière asséchée qui le traversait semblait un profond ruban d'ombre. Pendant une seconde, nous restâmes figés d'admiration pour ce décor d'une beauté cosmique plus que terrestre. Puis une vague horreur commença de sourdre dans nos esprits. Parce que cette ligne mauve ne pouvait être rien d'autre que les terribles montagnes du pays interdit, les plus hauts des pics de la terre et le repère de ses démons, le havre d'horreurs sans nom et de secrets archéens, maudits et vénérés par ceux qui craignaient d'en sculpter la signification, jamais foulés par aucune chose vivant sur cette terre, mais peuplés de sinistres éclairs et émettant d'étranges mirages sur les plaines dans la nuit polaire. Sans aucun doute l'archétype de Kadath, la maudite, dans l'immensité froide d'au-delà Leng laborée, qui recèle l'aura de tant de légendes primitives et impies. Nous étions les premiers êtres humains à les avoir contemplés, et si Dieu le permet, j'espère que nous serons les derniers. Si les cartes sculptées et les images de cette ville préhumaine disent vrai, ces montagnes d'un mauve cryptique ne peuvent pas être à moins de 200 kilomètres, et pourtant leur fine et délicate essence n'en ressort pas moins sur les crêtes les plus lointaines et enneigées, comme le rebord dentelé d'une monstrueuse planète étrangère, prête à s'élever dans ce ciel exceptionnel. Leur hauteur, alors, doit avoir été nettement au-delà de toute comparaison connue, les emportant vers ces strates atmosphériques ténues, peuplées de telles apparitions gazeuses que les aviateurs irréfléchis n'ont jamais survécu assez longtemps à leur chute inexplicable pour en faire part. Les considérant, je pensais en frissonnant à certains motifs sculptés de ce que la grande rivière disparue avait apporté jusqu'à la ville depuis leur pente maudite, et m'émerveillais de combien de sens et de combien de folie s'étaient déposés dans les peurs de ces grands anciens qui ne les représentaient qu'avec réticence. Je me souvenais de comment leur extrémité nord devait être proche de la terre de la Reine Marie, et qu'en ce moment même l'expédition de Sir Douglas Mawson devait sans aucun doute s'établir à moins de 600 kilomètres de là, et espérer qu'aucun diabolique destin ne donnerait à Sir Douglas et ses hommes un aperçu de ce qui s'élevait derrière l'abri des hauteurs côtières. De telles pensées donnent la précise mesure de mon état nerveux à ce moment, et celui de Danforth semblait bien pire. Pourtant, bien avant que nous ayons atteint la grande ruine en forme d'étoile et atteint notre avion, nos peurs s'étaient transférées sur la plus basse mais considérable barrière que nous aurions à retraverser. Depuis ce contrefort, les noires pentes incrustées de ruines se levaient fortement et hideusement côté est, nous rappelant, de nouveau, ces étranges peintures asiatiques de Nicolas Roerich. Et quand nous pensions à ces damnés trous en nids d'abeilles qui les minaient et aux effrayantes entités amorphes qui s'étaient frayé leur fétide chemin en rampant jusqu'aux plus hauts abris des sommets, nous ne pouvions envisager sans panique l'idée de survoler à nouveau ces embouchures de grottes, où le vent joue à émettre ses sifflements comme d'un démoniaque concert sur toute l'étendue du spectre sonore. Et pour rendre cela pire encore, nous distinguâmes des traces parsemées de brouillard autour de plusieurs des sommets, ainsi que le malheureux Lake l'avait fait
lorsqu'il nous interpréta tout d'abord comme une preuve de volcanisme, et repensâmes en tremblant à ce brouillard semblable dont nous venions juste de réchapper. À cela, et à ces abysses nourris d'horreur et de blasphème, d'où surgissaient de telles vapeurs. Tout allait bien du côté de l'avion, et nous revêtîmes en hâte nos lourdes fourrures de vol. Danforth démarra le moteur sans souci, et nous prîmes un très progressif envol au-dessus de la ville de Cauchemar. Au-dessous de nous, les primitives et cyclopéennes constructions s'étalaient comme la première fois que nous les avions vues. Il y avait si peu de temps, et pourtant si longtemps. Et nous commençâmes à nous élever, puis à tourner pour prendre le vent avant d'affronter la passe. Dans les très hautes altitudes, il devait y avoir de grandes perturbations, puisque les nuages de glace au zénith semblaient former toutes sortes de fantaisies. Mais à 8000 mètres environ, là où nous abordâmes la passe, la navigation redevint plus aisée. Comme nous approchions des pics hérissés, l'étrange sifflement du vent se fit de nouveau manifeste, et je pus voir trembler les mains de Danforth sur les commandes. Si parfait amateur que je fusse, je pensais à ce moment que j'aurais fait un meilleur pilote que lui pour affronter la dangereuse traversée entre les crêtes, et quand je me déplaçai pour échanger nos places et prendre son relais, il se garda de protester. J'essayai de mobiliser toute mon habileté et les moyens en ma possession, et me concentrer sur la barre de ciel rouge entre les parois de la passe, refusant résolument de porter attention aux bouffées de vapeur émanant des montagnes et souhaitant disposer, comme les hommes d'Ulysse aux prises avec les sirènes, de bouchons de cire pour m'éviter d'entendre ces troublants sifflements du vent. Mais Danforth, libéré du pilotage et porté au plus extrême état nerveux, ne pouvait se tenir en paix. Je le sentais tournant et gigotant pour voir derrière nous la terrible cité s'amenuiser, parmi le crible de ses grottes, les pics coiffés de cubes, surplombant la blême mer neigeuse de contrefort, sous le grotesque bouillonnement des nuages dans le ciel. Alors, juste comme je tentais de maintenir mon cap avec sûreté dans la passe, que son cri fou nous amena tout près du désastre, ébranlant la maîtrise que je tentais de garder de moi-même et m'obligeant à batailler à tâtons contre les commandes pendant un instant. Une seconde passa, et ma résolution reprit le dessus. Nous pûmes finir la traversée sans encombre, effrayés cependant que Danforth ne soit plus jamais le même désormais. J'ai dit que Danforth avait refusé de me dire quelle horreur ultime l'avait fait crier jusqu'à une telle folie, une horreur qui, j'en suis tristement sûr, est responsable de son actuelle dépression nerveuse. Nous avons eu des bribes de conversation, en criant par-dessus les sifflements du vent et le hurlement du moteur, alors que nous descendions du côté sûr de la barrière rocheuse et amorcions lentement la descente vers le camp, mais devions surtout préciser la promesse de secret que nous nous étions faite en quittant la ville de Cauchemar. Nous étions convenus que certaines choses n'étaient pas bonnes à répandre, et que les gens ne pouvaient en discuter à la légère, et je n'en aurais parlé maintenant à aucun prix, si ce n'était pas le prochain départ de l'expédition Starkweather-Moor, et d'autres. Il est absolument nécessaire pour la paix et la sécurité de l'humanité d'abandonner à eux-mêmes quelques-uns des recoins noirs et morts de la terre, et ses profondeurs infinies, de peur de réveiller et de ramener à la vie des anormalités endormies, et de blasphématoires cauchemars rampant et surgissant de leur tanière pour de nouvelles et plus larges conquêtes. Tout ce à quoi Danforth a jamais fait allusion, c'est que l'horreur ultime était un mirage. Ce n'était pas, déclare-t-il, quoi que ce soit de relié aux cubes et aux grottes de ces montagnes de la folie creusées en nids d'abeilles, comme rongées de verre avec leur écho, leur vapeur que nous avions traversée, mais un simple aperçu fantastique et démoniaque parmi le tourbillon des nuages au zénith, qui reposait sur ces montagnes mauves à l'horizon ouest, celles que les grands anciens craignaient et maudissaient. Il est plus que probable que la chose était une pure impression, mais du stress de tout ce que nous avions traversé, et d'un réel mirage. Mais non reconnut-elle la ville morte comme nous en avions fait l'expérience la veille, quittant le camp de Lake. Mais c'était si réel pour Danforth qu'il en souffre depuis lors. À de rares occasions, il a murmuré des choses disjointes et irresponsables à propos du pic noir, du rebord sculpté, des protochogotes, des solides aveugles à 5 dimensions, du cylindre sans nom, des anciens phares, de Yog-Sothoth, de la gelée primordiale, de la couleur tombée du ciel, des ailes, des yeux dans la nuit, de l'échelle des cieux, de l'original, l'éternel, l'immortel, et d'autres conceptions bizarres. Mais quand il est parfaitement lui-même, il désavoue toutes ces appellations, il voit des réminiscences de ces curieuses et macabres lectures de l'adolescence. Danforth s'est avéré, et parmi les quelques-uns qui ont osé lire de bout en bout cette copie mitée du Necronomicon, gardée sous clé dans la bibliothèque de l'université. Le ciel plus haut, une fois traversé la grande barrière,
était certainement perturbé et chargé encore de vapeur, et même si je ne voyais pas moi-même le zénith, je peux parfaitement imaginer comment ces tourbillons de poussière glacée pouvaient prendre d'étranges formes. Sachant comment de telles scènes lointaines réfléchies, réfractées et magnifiées par de telles couches de nuages agités peuvent être vives pour l'imagination, cela peut aisément avoir fourni le reste. Et bien sûr, Danforth n'a jamais fait allusion à n'importe laquelle de ces horreurs singulières qu'une fois que sa mémoire a eu une chance de les recréer d'après ses lectures passées. Il n'aurait jamais pu en voir autant d'un seul regard. Dans l'instant, ses cris se limitaient à la répétition d'un mot insensé, pris à une source beaucoup trop évidente. Tekelili, Tekelili! Et c'est la fin du chapitre 12, les amis. Et c'est donc la fin de ce roman, la fin de Montagne de la folie d'H.P. Lovecraft. Nous allons marquer, pas une pause, mais l'outro de ce live. Et les amis, vraiment, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Autant il y a eu des passages très ennuyeux, autant les 2 premiers lives sur Lovecraft m'ont vraiment plutôt déplu, à vrai dire. Parce qu'ils étaient vraiment lourds. Autant là, les chapitres qu'on a lus la dernière fois étaient sympas, et les chapitres qu'on a lus là étaient vraiment cool, je trouve. C'était juste trop bien, quoi. Comment ça installe toute une mythologie et tout. Il y a les grands anciens et tout. Enfin, et le fait que les grands anciens, c'est déjà censé être quelque chose d'horrible pour les hommes, parce que ça les surpasse déjà complètement, et ça les surpasse dans le sens, a priori, c'est plus puissant, mais aussi, ça les surpasse dans le sens, ils sont incompréhensibles à l'homme, tellement ils sont évolués, tellement ils ont évolué d'une manière différente des hommes. Donc, ils sont vraiment incompréhensibles en cela. Et malgré tout, les grands anciens ont peur d'une montagne qu'on voit encore plus loin, à laquelle ils sont pas allés. Genre, ils sont allés dans les montagnes où il y avait des trucs horribles, des monstres horribles, etc. Et il y avait encore une montagne plus loin, plus horrible. Et en plus de cette montagne, tout ce qu'ils ont su, c'est des trucs dans les sculptures des grands anciens. Et juste la vision de Danforth qui est la vision la plus importante et la plus impressionnante et qui l'a plus choqué de cette expédition. Enfin, du coup, je trouve ça complètement dingue en termes de tension, en termes de mythologie, etc. En termes de scénarisation, entre guillemets, je trouve ça tellement fort. Je trouve ça vraiment trop bien. Je suis méga fan là de ces derniers chapitres, je suis méga fan. Les 6 derniers étaient sympas. Les 3 derniers étaient particulièrement ouf. En plus, c'est marrant parce que les choses que Danforth a murmurées une fois de temps en temps dans ses délires pendant sa dépression nerveuse, c'est que des choses vraiment perchées et vraiment qui laissent sous-entendre un monde tout nouveau qu'on peut pas comprendre. Autant déjà la ville des grands anciens et les grands anciens, Lovecraft, il nous les a décrits avec des mots déjà. En fait, ce que je disais la dernière fois, il nous les a décrits en détail, mais en fait, il y a tellement un flot d'informations et il y a tellement des approximations sur certains mots, parce que des fois, il dit des choses, des machins, où c'est tellement général du style, je sais pas moi. Des tentacules, ok, on voit ce que c'est, mais comment il correspond, enfin, à quoi ça correspond sur le monstre, etc. Enfin bref, des yeux, ok, des yeux comment, enfin voilà, bref. Et du coup, ça a déjà tellement une grosse étrangeté, et c'est déjà tellement dur à appréhender, à expliquer, que du coup, je trouve ça excellent qu'il y ait encore une surcouche avec des trucs qu'on peut pas biter, quoi. Des trucs qu'on peut pas comprendre du tout. Du style des proto-shogots, alors qu'on a déjà vite fait une très vague idée de ce que sont les shogots. Des solides aveugles à 5 dimensions. Alors, un solide, je sais ce que c'est. Un solide aveugle, un solide qu'on peut pas voir. Un solide à 5 dimensions. What the fuck, dude? Enfin, je trouve ça magique, juste ces petits mots que prononce Danforth pendant sa folie, entre guillemets. Je trouve ça grave stylé.
Des cylindres sans nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Des anciens phares. Alors, est-ce que ça veut dire que c'était l'ancien port d'attache d'une race extraterrestre qui vient là sur Terre? En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que des petits mots, des petites expressions qui semblent ne vouloir rien dire ouvrent des portes d'imaginaire incommensurables. Et du coup, ça marque bien euh, le, ça marque bien le propos de Lovecraft de faire comprendre que le cosmique et l'univers, c'est tellement au-dessus de l'homme, c'est tellement incompréhensible et imperceptible pour nous parce que c'est tellement immense. Enfin, et ouais, et du coup, ça marque vachement bien ça, je trouve. Yog-Sothoth, qui est l'un des dieux du mythe de Cthulhu, je crois. De la gelée primordiale. Ça veut dire que, à la base, il y a une gelée qui crée tous les éléments, qui crée la vie, on sait pas. La couleur tombée du ciel, ça j'adore parce que ça fait référence à une nouvelle de Lovecraft, donc La couleur tombée du ciel, qui est une super bonne nouvelle. Personnellement, c'est l'écrit que je préfère de Lovecraft, en tout cas dans ceux que j'ai lus. L'échelle des cieux, enfin l'original, l'éternel, l'immortel. Enfin ouais, je trouve ça trop génial. Je trouve ça trop génial. Chassoad, on dirait Idi Malou. Ah mon dieu. Un solide à 5 dimensions. J'imagine bien Eddie Malou dire ce genre de choses, ça serait pas mal, tiens. Euh, mais ouais, je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Franchement, je suis tout émerveillé là, je suis tout chamboulé. Les premiers chapitres m'ont laissé de marbre. Les premiers chapitres m'ont laissé de marbre. Mais là, je suis très agréablement surpris par la fin. Et du coup, ça me donne d'autant plus envie. Voilà, j'en fais l'annonce. Ça me donne d'autant plus envie de lire un de ces quatre, le mythe de Cthulhu. Donc, je vais me faire une liste de romans à acheter dans les temps à venir pour les prochaines lectures, et je vous les proposerai, et vous me direz lesquels vous voulez que je lise le plus tôt possible. Et dans cette liste, je rajouterai très certainement le mythe de Cthulhu de Lovecraft, il faut que j'arrive à me le procurer. Euh, et ouais, bon, on va pas le lire tout de suite, de manière à pas faire deux Lovecraft à la suite. On le lira peut-être dans 3-4 lectures. Mais là, ça m'a donné vraiment envie. Déjà, avant, j'avais envie de lire le mythe de Cthulhu parce que j'ai lu quasiment... Enfin, quasiment tout, non, parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai déjà lu beaucoup de Lovecraft, mais jamais le mythe de Cthulhu, alors que c'est le truc principal, on va dire. Donc du coup, j'avais déjà bien envie. Mais là, après cette lecture, j'ai encore plus envie. Donc écoutez, c'est validé, c'est sûr. Nous lirons le mythe de Cthulhu un de ces jours. Eh bien écoutez, c'est donc la fin de ce live. Je vous laisse avec les petites infos. Alors les petites infos, quelles sont-elles les petites infos? Alors il faut que je me rencarde avec Mirani. Aka Cyrinel, Aka Ozarkon, Aka Julien. Il faut que je lui parle pour savoir son roman, comment il va le publier, et comment on va s'arranger tout simplement pour que je puisse lire son roman en live. Ce qui fait que je pense ne pas faire de live pour la fin de semaine, surtout que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Donc je pense ne pas faire de live pour la fin de semaine et revenir seulement lundi. Et j'espère revenir du coup lundi avec la lecture du roman de Mirani. Donc qui s'appelle Chimère. Donc je pense qu'on se lancera là-dedans lundi. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai juste à lui demander et à ce qu'on s'arrange de savoir à quelle fréquence il va les publier pour que je puisse les lire et que ce soit pas trop... Enfin, qu'il n'y ait pas d'attente, quoi, que je ne sois pas en train d'attendre toujours qu'ils sortent ces chapitres. Donc on verra comment on va s'arranger. J'en parlerai avec lui et je vous tiendrai au courant. Mais du coup, à part vraiment grand imprévu, la prochaine lecture sera Chimère de Mirani et ça sera certainement lundi à 21h. Sinon, concernant Mission Secrète, dans les jours à venir, je vais faire pas mal de parties, je l'espère, donc je vous tiens au courant également de là-dessus. Concernant Bonhomme, pour l'instant, pas beaucoup de nouvelles. La prochaine histoire, j'aimerais bien... En fait, j'aurais bien aimé publier toutes les 2 semaines. Donc là, j'ai publié lundi, donc j'aimerais bien publier lundi prochain. Donc du coup, j'ai déjà plein de scénarios de côté. J'ai un cahier...
peux vous montrer vite fait. J'ai plusieurs cahiers avec plein de projets. Et par exemple, sur ce cahier, j'ai entre autres tout ça d'histoire de bonhomme. Tout ça d'histoire de bonhomme. Tout ça d'histoire de bonhomme. Sachant que la première histoire de bonhomme que je vous ai montrée, à la base, c'était seulement 2 phrases de ces 3 pages. Hein. À la base, c'était seulement ces 2 phrases-là. Alors que vous voyez, je viens de vous montrer 3 pages de bonhomme, quoi. Sans compter les illustrations. Donc, des histoires de bonhomme, j'en ai énormément d'avance, ça y a pas de problème. En plus, j'en ai encore quelques-unes en tête que j'ai pas écrites. Donc, les histoires, je les ai. Ce qu'il me faut, c'est juste la motivation à mettre au dessin. Parce que je suis pas très doué. Donc, c'est un peu plus de mal à m'y mettre. Mais voilà. Mais du coup, je vais essayer de faire ça pour dans 2 semaines maximum. Enfin, 1 semaine du coup, maintenant, 1 semaine et demie. Voilou. Je pense avoir dit toutes les news. Je pense avoir été tout à fait exhaustif et précis. Du coup, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette lecture de Montagne de la Folie d'H.P. Lovecraft. Nous nous rejoindrons très bientôt pour la lecture de Chimère de Mirani, certainement lundi à 21h. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Merci à Chassoad d'avoir été si assidu lors de toute cette lecture. En même temps, je me doutais que Lovecraft, ça te plairait un petit peu. Hein. Et du coup, merci à tous d'avoir été là. Je ne sais pas qui reste, mais merci Fallen Solenkin, merci Chassoad, merci Queen Malfoy, merci à tous ceux qui sont passés, The Devilman, qui est passé encore, Industrias, mince, je sais que quelqu'un d'autre est passé. Ah no, je ne veux plus me rappeler de qui c'était. Il y a Cora bien sûr qui est passé. Voilà, je pense avoir dit merci à tout le monde. Voilà, et merci à vous qui me soutenez en rediffusion, qui mettez des likes ou des petits commentaires pour me dire que ces lectures vous plaisent, ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire ou en chat ou sur les réseaux sociaux ou en message privé, peu importe, à me donner des romans ou des noms d'auteurs qu'il vous plairait que je lise en live. Je pense être arrivé à la fin de mon discours, n'est-ce pas? Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine fois pour la prochaine lecture. Bye bye!